à toutes et à tous, merci d'être là. On est vendredi après-midi, c'est la clôture de ces 2 journées consacrées aux événements climatiques. C'est vendredi après-midi, compliqué, mais on va vous proposer un thème qui vous intéressera sans aucun doute. À l'occasion d'aléas climatiques, de catastrophes, d'inondations, d'incendies, on est amené à évacuer des grandes zones. On l'a vu encore récemment pour la tempête Alex, c'est le dernier événement qu'on a en mémoire. On doit évacuer ces zones et laisser potentiellement des habitations, des biens, des entreprises vides de toute occupation humaine. Et dans ce cas-là, comment va-t-on organiser la sûreté et la protection des biens ? Ça va être l'occasion d'en discuter avec nos intervenants. 6 intervenants, alors il y en a un qui est caché, qui est à Barcelone et qui apparaîtra en dernier pour nous présenter sa solution rapidement. Le panel d'experts qui est devant vous aujourd'hui, le lieutenant-colonel Blasius de la gendarmerie nationale, que je présenterai plus en détail, Madame Salomé Hiller, directeur sûreté du Crédit Agricole pour la région PACA, Dominique Siravegna, qui est directeur sûreté Europe, audit pour le groupe Kiloutou, Arnaud Kremer, directeur d'IREMOS, que certains ont eu la chance de voir s'exprimer ce matin, avec Ludovic Pingano, ancien officier de sapeurs-pompiers et spécialiste de la gestion de crise. Alors sans plus attendre, mon colonel, vous avez une carrière de gendarme, je ne vais pas revenir dessus, sinon on va déborder déjà d'entrée sur le thème, mais vous avez occupé de très grandes fonctions en Charente-Maritime, comme responsable de l'escadron motorisé de la sécurité routière. Ensuite, vous étiez dans d'autres postes et dernièrement dans les Alpes-Maritimes, numéro 3 des Alpes-Maritimes. Vous avez dirigé les opérations pour la tempête Alex, notamment. Vous avez un vécu, vous avez agi, vous avez officié. Que pouvez-vous nous dire sur votre retour d'expérience face à ces événements climatiques ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci Philippe déjà pour l'invitation. Je viens à titre personnel, faisant partie maintenant depuis l'année dernière de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, après 40 ans de service. Donc inutile de vous dire que les événements calamiteux de ces 40 dernières années, j'en ai rencontré quelques-uns, et notamment celui effectivement de 2010, la tempête Xynthia en Charente-Maritime, et plus récemment, puisqu'on en discutait avec ma voisine, la tempête Alex qui s'est déroulée donc l'année dernière sur Nice. Donc je vais vous livrer comment j'ai vécu ces 2 événements. 2010, le 27 février 2010, nous sommes préalertés par la météo qu'il va y avoir effectivement une conjonction de phénomènes climatiques qui vont faire qu'on est en situation de risque. On est sur des coefficients de marée qui sont de 102, 160 km/h de vent qui vont monter tout doucement, et les sols sont détrempés en Charente-Maritime ainsi qu'en Vendée. Pour mémoire, je vous rappelle que cet événement a quand même causé la mort de 47 personnes, donc, dont 12 en Charente-Maritime. Et donc nous sommes le 27 février à 3h du matin. Donc j'occupe les fonctions de commandant d'escadron, commandant départemental d'escadron de sécurité routière, et je suis l'officier de permanence groupement. À 3h du matin, on m'appelle et on me dit voilà, il y a un gros souci, ça monte, et il va falloir faire intervenir toutes les unités du département, toutes les unités de gendarmerie du département. Voilà. Donc je monte à 3h du matin, ce qu'on appelle le COG, vous connaissez peut-être, le centre opérationnel gendarmerie, et là on voit les appels téléphoniques qui tombent. Il y a 3 opérateurs à 3h du matin, et c'est des centaines d'appels qui arrivent. L'eau est montée, la tempête est à 160 km/h, et donc on est vraiment dans un marasme total. La difficulté qu'on va rencontrer tout de suite, on est vraiment au cœur de l'événement, c'est les systèmes de communication. Les réseaux tombent, les réseaux de téléphonie portable tombent, et on arrive nous à maintenir avec nos propres réseaux radio
Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'unités sur le terrain qu'il est extrêmement difficile de coordonner l'ensemble de ces patrouilles. Et jusqu'à 7h, 8h du matin, on va faire de la réaction par rapport aux situations qui nous sont signalées. On a des unités qu'on a complètement perdues et qui sont intervenues chacun dans leur coin, à leur propre initiative, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans le coin, dans la tempête Alex. Et on arrivera à avoir une vision globale de la situation que le lendemain soir à 19h. On est à 7h du matin et là, il commence à faire un jour, le pire est passé, mais on commence à arriver sur une première phase de situation, d'analyse de la situation, et on se rend compte que c'est effectivement très très grave, très grave. Donc à 9h du matin, je pars sur le terrain. Les zones inondables sont, c'est le cas de le dire, totalement inondées. Au nord de La Rochelle, vous avez le petit village de Charon qui est à 3 km, 4 km du bord de mer qui est submergé par l'eau. On dénombrera 4 morts dans cette commune. Et vous avez au sud du département, au sud de La Rochelle, vous avez la petite ville d'Angoulins qui est complètement sous les eaux. Et un petit peu plus au sud, vous avez Châtelaillon-Plage, ça parle peut-être plus à certains, qui est également complètement submergé, et c'est là qu'on aura d'ailleurs le maximum de morts sur le département de la Charente-Maritime. Toute la journée, notre difficulté, ça va être de gérer les flux, d'interdire des axes, de les contrôler, d'éviter que les gens du coin tombent dans des zones inondées. On va passer la journée à effectuer ces contrôles. Donc, première chose à faire, déjà des checkpoints, ensuite des déviations, et dans le même temps, on a les unités de terrain qui sont toujours en train de sauver les particuliers, en train de les évacuer, essayer de les évacuer avec nos camarades sapeurs-pompiers sur des lieux réquisitionnés par les mairies. Voilà. Donc ça, on est au cœur de l'événement. Mais en fait, l'événement ne va pas se stopper là. Ça va durer pendant 2 mois. C'est-à-dire que pendant 2 mois, on va avoir derrière des zones totalement inondées. Et c'est là qu'on arrive effectivement sur le dispositif de protection des zones, ce qu'on appelle les contrôles de zone. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Là, en l'occurrence, on va être obligé de tenir des points de contrôle, de faire des contrôles systématiques. Pourquoi ? Parce que vous avez effectivement des malveillants qui viennent piller les pavillons, s'approprier des biens qui ne sont pas les leurs. Et on a 2 grands types, c'est les vols d'opportunité, des gens qui sont déjà plus ou moins connus par les services de police et de gendarmerie et qui viennent de par la proximité, qui ont bien repéré qu'effectivement il y avait des pavillons isolés. Et on a un deuxième phénomène, là c'est un phénomène beaucoup plus mafieux, c'est-à-dire que ce sont carrément des systèmes, des bandes qui nous arrivent d'Europe centrale, de très très loin, et qui arrivent la nuit, qui pillent les maisons et qui repartent le matin très tôt, et qu'on arrive à interpeller sur la frontière suisse ou italienne. Voilà, et tout ça, ça va durer pendant 2 mois. Alors inutile de dire que quand on tient un tiers du département, c'est extrêmement chronophage en termes d'effectifs, parce que ça veut dire c'est H24 avec ce qu'on appelle des checkpoints, des points de contrôle, et ensuite des patrouilles qui vont de jour et de nuit avec de l'eau jusqu'à la ceinture, des gendarmes qui vont patrouiller, et des lampes pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui traîne dans les zones. Voilà. Première expérience, donc, de cette vie de 40 ans d'actifs. Et deuxième expérience, celle de la tempête Alex,
Alors, configuration complètement différente et pourtant même problématique. La Charente-Maritime est un département qui est extrêmement plat, qui est balayé par les vents, qui est très humide. La tempête Alex, elle, intervient dans les vallées, donc on a une configuration qui est absolument pas la même du tout. Vous connaissez peut-être ces vallées. D'un côté, vous avez la montagne, de l'autre côté, vous avez la rivière, et vous avez la route entre les deux, voire la voie de chemin de fer. Et quand tout s'effondre, je veux dire, les zones se rendent inaccessibles. Donc là, pour le coup, je suis de permanence, je suis appelé au centre opérationnel départemental de la préfecture de Nice, 11e étage de la préfecture, et donc là, j'ai une vision beaucoup plus générale sur tous les événements qui se passent sur toutes les vallées concernées, en interaction avec les autres services, bien évidemment, engagés sur cet événement, que ce soit les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, la météo, très important, enfin tous les services de l'État sont là. Et pendant 4 jours, au moins, dans le traitement de la situation chaude de la tempête Alex, eh bien cette cellule va rester animée. Alors là, le dispositif de contrôle est un petit peu différent. On aura les mêmes phénomènes. On aura exactement les mêmes phénomènes que sur la Charente-Maritime, c'est-à-dire des gens de la même manière mal intentionnés qui vont essayer de monter sur les vallées parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait certainement des choses à s'approprier. Là, pour le coup, on est juste à la frontière avec l'Italie, donc on a aussi des bandes qui nous arrivent d'Europe centrale. Mais comme l'accès sur les vallées est quand même relativement compliqué, donc pour nous c'est beaucoup plus facile de contrôler les entrées des vallées, les entrées voire les sorties. Enfin les sorties elles étaient sur hauteur et à cette époque-là il y avait de la neige donc ça passait pas, donc c'était juste les entrées. Voilà. Donc là la préfecture met en place un système de passe. Donc les personnes autorisées doivent s'adresser à la préfecture ou justifier d'un domicile sur les vallées pour pouvoir accéder aux zones touchées. Voilà. Ça va durer 4 jours. Et là, on va aussi avoir une continuité de la gestion de la crise, puisque ça va durer derrière, on est à début octobre, et jusqu'à fin janvier, vous allez avoir des gendarmes qui seront sur place, H24, à assurer la sécurité publique. Voilà, sécurité des personnes et sécurité des biens, bien évidemment. Voilà. D'où l'appel aussi aux réservistes, si tant est qu'il y en ait d'entre vous qui soient intéressés pour entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Au passage, je fais un petit coup de publicité. Voilà. Je laisserai la parole après à ma voisine qui, elle, l'a vécu aussi en direct avec nous. Nous avons les mêmes contraintes que le commun des mortels dans ce genre de situation, c'est-à-dire que quand ça souffle pour tout le monde, quand il pleut pour tout le monde, quand on a des difficultés d'accès, quand les gens ont des difficultés d'accès, on a des difficultés d'accès aussi, on est confronté exactement aux mêmes manières, aux mêmes problèmes. Voilà. Et j'en terminerai là-dessus. Je répondrai après à vos questions, si tant est que vous ayez des questions à me poser. Merci. Merci mon colonel, c'est très clair. Alors vous l'avez dit, on a il y a parfois des pilleurs d'opportunités ou des bandes organisées qui viennent et qui profitent de la dégradation de la situation et de l'absence de sécurité. Alors c'est grave pour tout un chacun, pour les particuliers, mais ça l'est d'autant plus pour une banque. A priori, lorsqu'on doit fermer un établissement bancaire sans préavis et partir au plus vite, protéger les personnes, c'est bien la priorité. Dans ce cas-là, comment fait-on? Comment vous organisez-vous? Alors, je ne sais pas si vous avez mon PowerPoint pour aider un petit peu, mais déjà, on a les alertes orange ou rouge qui nous arrivent, et donc déjà quelques jours avant, la veille, on se demande si on va ouvrir les agences et sur quelle partie du territoire la chose va se passer. Moi, je suis au Crédit Agricole, mon territoire est vaste, puisqu'il fait les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var, et on se dit, ça va plutôt frapper vers les bords de mer ou ça va plutôt frapper vers la moyenne montagne, la haute montagne ou le tout. Donc, et quel département plus, partie du département ou pas.
Donc déjà, on fait une pré-cellule de crise le premier et on dit pour le 2 à l'ensemble des collaborateurs des 230 agences, mesdames, messieurs, vous ouvrez les agences le matin, mais à la moindre difficulté, vous nous appelez et vous fermez l'agence. Et pourquoi vous nous appelez? Parce qu'on déclenche immédiatement à 7h du matin la première cellule de crise qui sera le 2. On attend les appels et ça c'est très important pour retrouver des personnes, c'est qu'on attend les appels des gens qui vont nous dire « je quitte l'agence, je suis à tel endroit, je vais à tel endroit et je vais prendre tel chemin. Mais je peux me déporter sur tel autre chemin » et ils nous donnent en plus le point de situation. Donc ça, c'est important et vous verrez pourquoi. Parce que ça, on ne l'avait jamais vécu de notre vie. Là, je vous ai mis quelques photos. C'est plutôt Breil-sur-Roya. Parce que Breil-sur-Roya, j'ai eu un sinistre total. Ce que vous voyez devant l'agence, c'est ce qui a été broyé. Donc quand on se demande si on doit rester dans une agence quand il y a un truc comme ça, moi je dis partez. Pourtant, j'ai des endroits, et c'est des agences qui sont hyper sécurisées et blindées. Inutile de vous dire que mon blindage n'a servi à rien. Quand la Roya est rentrée dans cette agence-là et qu'elle a emmené avec elle l'ensemble des gros cailloux boulés, votre jean n'y serait pas resté en petits fils, je vous le dis. Tout le monde aurait été broyé. La porte blindée, qui est franchement, même avec de l'explosif, ne saute pas, a sauté. Donc je peux vous dire que ces bâtiments-là, quand on voit l'eau venir, il faut les quitter à grande vitesse, très honnêtement. Donc je tenais déjà à vous dire ça. Et après, à vous montrer une chose, c'est l'humain. On a parlé beaucoup de digital, mais moi, ce que j'ai rencontré sur les Trois-Vallées, ça a été l'humain. C'est chaque fois que j'ai tendu la main, elle m'a été prise par quelqu'un qui m'a dit « je vais vous aider ». On a la gendarmerie qui s'est mis devant nos locaux. C'est que, je vous montrerai tout à l'heure les vallées, c'est qu'on n'avait pas une agence, on avait 10 agences sur 3 vallées, ce qui représente un périmètre énorme. Imaginez-vous aussi dans une grotte. Aujourd'hui, on est tous avec nos portables, on adore toutes ces communications-là. Plus rien. Tout a été emporté, arraché. Vous n'avez plus rien, plus un câble, plus un fil, plus une connexion, ni Internet, ni téléphonie. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on prend les téléphones cellulaires et puis on communique avec le ciel et on espère que ce dont elle nous a parlé ce matin passe le plus souvent possible pour qu'on puisse communiquer. C'est ça. Mais encore faut-il pouvoir monter, car ces messieurs, et ils ont raison de le faire, bloquent tout. Donc vous ne pouvez plus vous transporter. Donc je vous ai dit, vous êtes dans une grotte, il n'y a plus de lumière, il fait noir, vous avez froid, vous avez faim, pour ceux qui sont restés dans la montagne. Et vous êtes en train de crever, je vous le dis, au moins de tristesse et de douleur parce que vous ne communiquez plus avec personne. Aujourd'hui, c'est très compliqué, vous savez, quand tout s'éteint. Donc je voulais vous montrer déjà ces quelques photos. On peut passer au slide suivant. Donc voilà, je vous ai dit l'essentiel, je vous ai dit qu'on a allumé la cellule de crise et ce qui est très important, c'est de savoir d'où partent les gens, où ils vont. Elle frappe nos 3 vallées et les collaborateurs ont fermé nos agences et ils communiquent tout le temps avec la cellule de crise tant qu'ils peuvent le faire. Ça n'a pas duré longtemps. On passe à la suivante. Ça, c'est la vallée telle qu'elle est à Breil-sur-Roya aussi. Conséquence immédiate, les voies de circulation sont coupées, impraticables, effondrées, les communications téléphoniques n'existent plus. Fixe, portable, tout ça, vous pouvez tout essayer. Il nous reste quoi, à mon avis? Quand ça s'arrête de pleuvoir, on fait un feu et on fait comme les Indiens. Vous voyez, on communique comme ça. On est sans nouvelles de 13 collaborateurs. Je peux vous dire que les familles nous appellent et je peux vous dire que j'emmène pas large. On est vendredi, je vais passer un très mauvais week-end. On a 10 agences bancaires qui disparaissent des radars, des contrôles de la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est fermé, tout s'est arrêté parce qu'on n'a plus d'électricité. Elles sont loguées, elles sont bien fermées, elles sont blindées. Normalement, les autres, à part une, Breil-sur-Roya, les autres, je ne sais pas où elles en sont. Mais je vais apprendre petit à petit que rien ne s'est effondré sur ces agences-là et qu'elles tiennent le coup. Elles n'ont pas été envahies par l'eau parce qu'elles sont étanches, tout va bien. Donc, mais elles sont seules, sans sécurité, sans personne pour les regarder, sans télésurveilleur, sans rien. Et les distributeurs habillés qui ne fonctionnent plus sont pleins à craquer. Donc, inutile de vous dire mais entre ça et mes 13 collaborateurs, la direction n'hésite pas. On s'attache d'abord à savoir où sont passées les 13 personnes. Donc ça, il faut le savoir aussi. On a une perte de contact avec nos clients et ça, c'est très grave pour nous parce que nos clients sont nos sociétaires. C'est qu'on fait du contact avec eux souvent et surtout, c'est qu'ils sont assurés. J'ai 2000 clients qui sont assurés et qui sont perdus et qui, sans Internet, parce que maintenant... On est tous dématérialisés, non mais on s'est mis comme ça avec la dématérialisation aussi, ça faut le savoir. On est dématérialisés, on n'a plus rien, on ne peut plus rien faire. Donc voilà. Alors il nous reste quoi? On passe au slide suivant. Donc moi j'ai besoin de rechercher les personnes, j'ai besoin d'assurer la sécurité des agences, j'ai besoin de répondre aux clients.
dont les familles nous appellent. J'ai besoin d'accéder au site sinistré, mais il l'a dit tout à l'heure, il a tout verrouillé. J'ai besoin de rétablir la sécurité des agences et relancer le distributeur, mais je ne sais pas si vous avez vu, pour la sécurité des agences, j'ai eu un contact. Et j'ai les gendarmes qui passent de temps en temps et qui regardent que tout aille bien. Parce que déjà, ils sentent qu'il y a des populations pas normales qui essaient de monter. Ça s'est fait très vite, sachez-le. J'ai besoin de protéger l'agence de Breil-sur-Roya parce qu'on dirait, il y a un sinistre total, on dirait que c'est une vieille dent éclatée et voilà, je ne peux pas dire autre chose. J'ai quand même des dossiers qui sont sous le secret bancaire, qui sont exposés aux yeux de tous, même s'ils sont couverts de boue, disons-le. J'ai besoin de mettre en place un service bancaire à Breil-sur-Roya. Pourquoi ? Parce qu'une banque, c'est un organisme d'intérêt vital. Un organisme d'intérêt vital, c'est-à-dire qu'il va calmer les populations. S'il n'y a plus d'argent, même si on est dans le troc et même si on va avoir des gens qui vont monter pour aider, etc., on va avoir de l'alimentation qui va être distribuée. Mais pendant un temps, il y a une espèce de frayeur des personnes quand elles ne peuvent plus accéder à leurs fonds, qu'elles ne savent plus comment elles vont pouvoir acheter quelque chose ou payer. Et dans ces cas-là, il y a une tension. On l'a vu avec le Covid, où les banques sont restées ouvertes, pas pour faire du business, pour que la population ne s'affole pas. C'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de sécuriser. Mon voisin en a parlé. Le but du jeu, c'est de protéger, c'est-à-dire de mettre les gens dans des zones de protection, parce que je vous rappelle qu'on est des êtres humains et que si on a froid, on peut en mourir. Le but du jeu, c'est de nous donner à manger, parce que sinon aussi, pareil, voilà. Et ensuite, c'est de faire de la sérénité, que les gens se sentent le plus sécurisés possible et qu'ils sentent que leur univers n'a pas complètement disparu, même si, quand on va dans ces régions-là et quand on va sur les sites, on a l'impression que tout est parti. Pour ceux qui vont dans les vallées et qui les connaissaient avant, elles sont méconnaissables aujourd'hui encore, hein, et je crois qu'on les a de toute façon définitivement perdus. On doit relancer le contact avec nos clients parce que ça va être une catastrophe naturelle, bien évidemment, et il faut pouvoir déclarer. Et on va participer à l'aide et au soutien des populations sinistrées avec nos clients, avec les administrateurs, avec les collaborateurs du Crédit Agricole, parce que je dois vous dire que dans ces vallées, ce sont des natifs de ces vallées qui travaillent pour le Crédit Agricole. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit ils y vivent toute la semaine et ils redescendent vers la mer le week-end. J'en ai une qui habite à Monaco, son mari est pompier. Et pour le reste, la plupart des gens sont des gens du pays. Donc ils connaissaient bien le territoire. Et c'est la raison pour laquelle il ne leur est rien arrivé. Parce qu'ils savaient depuis l'enfance par où passer quand un truc allait pas bien. Mais ce truc-là, ce déversement-là, tous me l'ont dit, ils ne l'avaient jamais vu. Donc ça, c'est essentiel. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand ça arrive et qu'ils bloquent tous, il faut savoir, vous en avez parlé, que vous avez, il y a des casernements de gendarmes sur tout ce territoire. Il y a de la sûreté civile. Il y a des associations. Donc tous ces gens-là, eux aussi sont bloqués. Et qu'est-ce qu'ils commencent à faire tout de suite ? Instantanément, sans même se poser de questions, les associations font de l'associatif, ils commencent à faire de l'aide de la personne. La gendarmerie, elle fait ce qu'elle peut, les pompiers font ce qu'ils peuvent. Il y en a même une casernement qui est tombée dans la rivière, quand même, faut le savoir. Hein. Donc voilà, ils se débrouillent, tout le monde se débrouille. Et déjà, alors qu'on n'arrive même pas nous à passer, c'est-à-dire même la gendarmerie en bas, qu'ils n'arrivent pas forcément tout de suite à parler à leurs hommes, et déjà les hommes spontanément se sont mis au travail, hommes et femmes, parce qu'il y avait aussi des femmes. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et vous voyez, je suis presque essentiellement sur l'humain. J'ai plus de produits, je n'ai plus rien pour moi. Mais j'ai une chose, il faut que vous sachiez aussi, c'est comme tout a été arraché, qu'il n'y a plus d'électricité, il va y avoir un balai d'hélicoptères. Quand on allait dans la région, il y avait un balai d'hélicoptères parce qu'il fallait amener là-bas des groupes électrogènes dans chaque zone sinistrée pour que les mairies puissent se connecter et les sociétés puissent se reconnecter. Puis après, les groupes électrogènes, ça marche avec du pétrole. Donc il fallait remonter aussi le carburant pour pouvoir remplir ces groupes électrogènes. Donc c'est vrai qu'on entendait beaucoup les hélices des hélicoptères. On peut passer à la suivante ? Voilà, je voulais juste vous montrer. Nous, ça a été notre suivi de crise. Donc tout ce qui est en rond, les petits ronds là, alors tout était rouge au départ. Ce qui est resté rouge après, c'était Breil-sur-Roya. On avait mis à chaque fois, quand on a commencé la cellule de crise, tout était rouge parce qu'on ne savait pas. Et puis
Petit à petit, on a pu rebrancher l'électricité, réactiver les agences, et à chaque fois que c'était rouge, on avait le nom des collaborateurs natifs du pays qui étaient sur place et qui pouvaient recevoir les clients. Parce que les clients, on les a reçus dans les cafés à côté, on leur a fait à la main comme avant les déclarations, on a pris les photos des biens, on a commencé à essayer de rassurer. Sachant que c'est un sinistre un peu particulier puisque le foncier disparaît. C'est très grave parce que vous avez des gens qui étaient propriétaires d'hôtels, de maisons, voilà, et qui ont non seulement vu leur maison inondée, non seulement vu leur maison disparaître, mais non seulement vu ça, le terrain s'effondrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des assises foncières qui n'existent plus. Donc, la reconstruction est de toute façon impossible. Alors, elle l'aurait peut-être été parce qu'on aurait dit sur ces zones-là, on ne reconstruit pas, mais n'empêche que de toute façon, les terrains n'existent plus. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. D'ailleurs, dans la première déclaration CatNat, ils avaient oublié de mettre la disparition du terrain, ce qui avait vraiment affolé les gens parce que du coup, ils ne se trouvaient pas assurés. Donc, voilà. Et aujourd'hui encore, on a toujours à Breil-sur-Roya, on a toujours ce petit rond rouge. Alors quand on est dans cette situation-là, moi je peux vous dire, on téléphone à la cellule de crise de la préfecture comme une personne lambda, une société, et que je dis j'ai perdu des gens, je suis pas vers la bonne personne. Par contre, ils m'orientent vers la gendarmerie, on tourne, on cherche, et à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui dit voilà, nous, on va retrouver vos collaborateurs parce que forcément, ils se sont déplacés à un moment donné, on les a mis à un endroit, on a retenu les noms et on va savoir. Et le jour même, donc le samedi et le dimanche, petit à petit, j'ai la gendarmerie de tel et tel endroit qui m'appelait, qui me disait « ça y est madame, on a retrouvé lui, on a retrouvé lui, on a retrouvé lui ». Et j'ai retrouvé l'ensemble des collaborateurs, donc ouf, au moins tout allait bien. Donc après, je me suis permis de leur demander s'ils pouvaient faire un peu de gardiennage devant certaines agences, passer, et très gentiment, ils m'ont dit que oui. Et je suis allée plus loin parce qu'après, je suis une femme et je suis un peu gourmande, donc j'ai demandé si on pouvait avoir de l'héliportage de collaborateurs et surtout de prestataires, parce que le but du jeu, c'était de faire repartir l'électricité dans les agences pour pouvoir réouvrir ou au moins les sécuriser et qu'on fasse redémarrer toutes les caméras. Donc, et on s'est beaucoup déplacé en hélicoptère. J'ai fait rassembler aussi des familles, parce qu'il y a des familles qui avaient fait ce qu'on ne fait pas, aller chercher les enfants à l'école, et du coup séparer. Voilà, des familles d'un côté, les enfants de l'autre avec les mamans, et papa et un enfant avec de l'autre côté. Donc on a fait rejoindre les personnes. On a obtenu énormément d'autorisations de circulation, et je peux vous confirmer que sur toutes les voies, on avait un mot de passe, un laissez-passer, ils avaient la liste des véhicules avec le type du véhicule, la bonne immatriculation, le nombre de personnes, le nom des personnes, toute une vérification incroyable. Et donc, grâce à eux, on a pu monter du matériel pour sécuriser les agences et les fonds. Et ce que vous voyez là, c'est que à Breil-sur-Roya, où la porte du coffre avait sauté, on a fait venir notre coffretier, on a fait enlever les coffres et on avait le soutien de la gendarmerie, au moins pour une descente, une partie. Après, tout est blindé, donc ça allait bien. Mais on avait au moins, pendant l'ouverture et le moment où on déplaçait les coffres, on avait la sécurité de la gendarmerie. Donc, très honnêtement, sans cette aide-là et cet appui-là, qui, de nouveau, je le dis, un appui humain, il n'y a pas d'outil là-dedans, c'est juste de l'humain. Donc, de nouveau, on peut avancer. Et dès le 5 octobre, nos collaborateurs nous ont signalé qu'il y avait des tentatives d'intrusion et de pillage dans des maisons, parce que bien sûr, la plupart de nos collaborateurs qui sont bien implantés dans le site, souvent, ils sont élus, ils sont dans des associations, donc ils aidaient beaucoup. Ils faisaient peu de banques, et de toute façon, il n'y avait pas de quoi en faire, donc, ils nous ont signalé qu'il y avait des pillages. Alors, on a perdu des clients, et je crois que le client le plus qui me brise un peu le cœur, c'est on avait une personne qui avait un troupeau, et en voulant rassembler son troupeau et puis rentrer ses biquettes en sécurité, malheureusement, quand il est allé les chercher, le berger, le pan de montagne s'est effondré et lui et son troupeau ont été emportés. Donc ça a été très triste, parce qu'il a un frère jumeau qui est aussi client chez nous, et c'est vrai que ça a été compliqué. Moi, j'ai une collègue qui m'a dit aussi, j'avais laissé à la maison mes quelques bijoux parce que je suis allée aider les gens, et j'avais laissé, et elle me dit j'ai pourtant fermé la porte et tout. Néanmoins, le soir, quand elle est rentrée, la maison avait été visitée, ça lui était jamais arrivé. Donc
vraiment, il y avait, il y a eu des moments qui étaient difficiles, il y a eu des moments qui étaient plus gais. On a participé aussi à l'aide et monter les victuailles aussi avec les pompiers, notamment, beaucoup. Et puis sur la dernière slide, c'est sur l'agence de Breil-sur-Roya. Alors là aussi, ça a été toute une aventure. On a fait jouer la solidarité des autres caisses régionales du Crédit Agricole. J'ai Pyrénées-Gascogne qui avait eu aussi des difficultés à un moment donné dans sa vie et qui m'ont passé un mobile banque. Donc vous voyez, on a mis cette petite boîte mobile, il y a un distributeur habillé pour remettre de la banque à Breil-sur-Roya. Et bien là, on a encore eu besoin des gendarmes parce que si vous voyez une des photos, là, celle du milieu, inutile de vous dire que le camion, il passe pas dans le tunnel. Il a fallu qu'on trouve d'autres tunnels. Et dans ces cas-là, on a dû reculer et on s'est retrouvé dans des situations pas possibles. On a un appui de la gendarmerie, pour nous aider à passer par les bons tunnels et les bons endroits parce que le véhicule était trop gros. Mais on y est arrivé, et à chaque fois, c'est avec de la solidarité constante et de l'être humain constant et constamment. Donc c'était ce que je voulais vous faire passer comme message. Les outils, c'est super. Des cellules de crise, j'en ai. Des outils pour la crise, j'en ai. Des caméras, on en a. Mais à un moment donné, un sourire, une main tendue, quelqu'un qui vous dit « je vais vous aider », ça a fait mon bonheur ce jour-là. Donc je voulais vous le dire. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salomé, merci beaucoup pour cette intervention très dynamique, émouvante aussi. On sent que vous l'avez vécu, que c'est quelque chose que vous n'oublierez pas, vous ne pouvez pas oublier. Je pense que tous les gens qui sont allés sur ce site, qui ont entendu les personnes leur parler, ils peuvent être touchés. Je vous ai pas dit aussi qu'on a des cimetières avaient été emportés dans la Roya. On a fait un truc qu'on n'avait jamais fait, c'est qu'on a recherché des corps aussi. On a fait une petite cellule de crise en disant tel et tel cimetière ont disparu, quels sont les corps qui ont disparu. On lance une recherche pour retrouver les corps et pour rééliminer les gens parce que au-delà d'avoir perdu des biens, il y avait des gens qui avaient perdu aussi leur famille. C'est le truc et les gens ils vous en parlent en pleurant. Donc c'est vrai qu'on est resté très mal. Moi j'ai des collègues au Crédit Agricole qui étaient élus à la mairie, qui étaient impactés parce qu'ils avaient des gens qui avaient été complètement envahis par l'eau et qui néanmoins continuaient à aider les autres. Ils ne se préoccupaient pas de eux, ce qu'ils devaient. Donc ils travaillaient pour la mairie et pour la population à Breil-sur-Roya avec ce jeune maire. Donc c'est vrai que et ils étaient tous dépassés parce que c'était la toute jeune équipe qui venait d'être élue. Mais vous avez raison d'insister là-dessus, la place de l'humain est essentielle et primordiale, surtout dans ces moments de crise. Et la solidarité, vous l'avez vécu, n'est pas un vain mot. Dans ces cas-là, on sent que les gens se rapprochent. C'est peut-être le cas des Vallées, peut-être en Charente, c'était le cas aussi. Il y a une solidarité qui se crée et qui se développe. Pour être retourné dans cette vallée il n'y a pas si longtemps, à titre personnel, je vous encourage, vous pouvez y aller. Il y a encore les stigmates de cette tempête. Un an après, vous pouvez voir les ravages et le drame que ça a pu être à ce moment-là. Alors je vais passer à notre intervenant suivant, Dominique Siravegna. Dominique s'occupe de la sûreté, la gestion des risques pour le groupe Kiloutou. Kiloutou, c'est la location de matériel de chantier, mais divers matériels. 500 agences, 5 pays, donc d'une manière ou d'une autre, Kiloutou, s'il n'a pas déjà été impacté par un aléa climatique, va l'être, ou le sera, c'est évident. Mais en préparant cette intervention, tu m'avais dit aussi que tu as anticipé, tu vas nous expliquer comment un groupe aussi grand que le tien peut anticiper ces crises, mais aussi que ces crises, ces aléas, pouvaient éventuellement être transformés en opportunités pour un groupe comme le tien. Bonjour à tous. Alors, difficile de passer après une telle intervention. Effectivement, donc Dominique Siravegna, je suis directeur du contrôle interne, de la sûreté et de l'intelligence économique pour l'ensemble du groupe Kiloutou. Kiloutou, c'est 7000 collaborateurs en Europe à peu près, des agences un peu partout, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, en France, en Italie, et voilà. Et bien évidemment, parler d'une crise, de la gestion de crise, gestion de crise sur le climat, donc avec un impact climatique qui est plutôt sécuritaire d'un point de vue sûreté, l'exercice n'est pas facile. Entre la sécurité et la sûreté, il y a une grosse différence. Donc avant tout, avant de rentrer dans le détail, on a vu les interactions que pouvaient avoir certains aléas dans la crise. Donc juste pour schématiser,
la scène de crise, c'est une succession d'aléas. D'accord ? On l'a vu, lorsqu'il commence à pleuvoir, il pleut sur tout le monde, même si vous avez un parapluie. Rupture des télécommunications, rupture de la chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Et bien évidemment, ce qui est au cœur de la crise, c'est l'humain. Après tout, si c'est le matériel, on s'en fiche. Mais c'est l'humain le problème. Donc, succession d'aléas. Donc, pour schématiser, si vous devez aller chercher votre petit frère ou votre grande sœur dans un endroit et votre petit frère, on ne va pas la garder, et on vous dit attention, 18h, il faut que vous soyez présent, sinon on la fout dehors. Donc, vous prenez la route, pas de problème, c'est pas un problème. Sauf que vous sortez, effectivement, vous avez un embouteillage. C'est un aléa. Pas de souci, je vais prendre mon téléphone, je vais téléphoner en disant surtout ne lâchez pas ma petite sœur dans la rue, j'arrive. Plus de batterie, vous ne pouvez pas appeler. Bon, le temps passe, finalement je vais me dépêcher et je vais prendre la bande d'arrêt d'urgence, c'est interdit. 4e aléa, il y a un motard sur la bande d'arrêt d'urgence, vous le percutez. 5e aléa, quand il tombe, il meurt. 6e aléa, vous passez sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, votre petite sœur, c'est important, mais il y a d'autres choses importantes. Vous êtes en crise, clairement. Ok ? Et pour le groupe Kiloutou, 3 étapes, mais je pense que mon collègue va en parler. Pour le groupe Kiloutou, on appréhende la crise sur 3 étapes. Un avant, un pendant, et vous ne le devinerez jamais, un après. Le avant, c'est ce qui va se passer, donc c'est la cartographie des risques que l'on peut arriver. Là, en l'occurrence, ça peut être un risque climatique. Comment on appréhende le risque climatique ? Eh bien, nous, on va utiliser la veille. Donc, que se passe-t-il si un nuage traverse la France d'ouest en est ? Eh bien, on va faire grossir les cours d'eau, on va positionner nos agences, on va faire positionner nos matériels, on va positionner nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'un collaborateur qui est impacté ne viendra pas bosser, clairement. Donc il va falloir lui apporter du secours. Ça fait partie de la RSE aussi. D'autre part, on va avoir aussi la possibilité de rapatrier des matériels qui se trouvent en Alsace vers la Bretagne, par exemple. Donc du coup, on va avoir une force de matériel, que ce soit des pelles, que ce soit des groupes électrogènes, que ce soit des pompes, etc., pour pouvoir venir en aide à la population. Et enfin, le pendant dans la crise, c'est effectivement la fameuse cellule de crise. Donc cette cellule de crise, elle est constituée de telle manière qui fait qu'il y a un directeur de cellule de crise qui va pouvoir dispatcher les informations avec différents éléments, puisque dans la crise, je vous rappelle, elle est humaine, certes, mais elle est aussi économique, elle est assurantielle, elle est réputationnelle, etc. Et cela, donc dans le pendant, alors mon collègue peut-être que vous en parlera, mais c'est toujours particulier une cellule de crise, parce que dans une cellule de crise, vous avez des jeux de pouvoir entre celui qui prend la décision et certaines personnes qui aimeraient que certaines décisions puissent être prises quand même. Donc il faut fermer les agences, ah oui, mais tu en es sûr ? Bah oui, j'en suis sûr, quoi. Et donc il y a des lobbying qui peuvent se faire pour éviter la fermeture de certaines agences. Nous, encore une fois, on utilise des logiciels qui nous permettent de l'anticipation. L'anticipation ne supprime pas le risque. En revanche, il permet d'anticiper certaines problématiques et transformer, et je parle uniquement dans le cadre d'une organisation privée, d'accord, certains aléas en opportunités. Et on parle de la problématique climatique, mais on peut très bien aussi penser à la problématique liée à la pandémie. Le groupe Kiloutou, par exemple, pour le Covid, on a eu transformé certains modules, des modules, vous savez, c'est les baraques de chantier, en centre de dépistage. Il en fallait. Vous pouvez imaginer que du côté de la Roya, en Vésubie, on avait pas mal de matériel Kiloutou qui permettait d'aider les secours aussi, que ce soit pour déblayer, pour alimenter aussi en électricité. On l'a vu tout à l'heure, quand il n'y a plus d'électricité, c'est tout de suite un petit peu le bordel. Mais par sens, une crise, ça peut très vite devenir le bordel, quoi, clairement, si c'est mal géré. Donc Kiloutou, oui, on subit des crises, tout type de crises, mais on a la chance, pour l'instant, de pouvoir passer entre les gouttes et affronter ces crises de façon, je dirais, pas opportuniste, mais en tous les cas, oui, presque. Merci.
Très intéressant. Ça va me donner l'occasion de passer la parole à ton camarade à Ludovic, qui va s'exprimer aussi, puisqu'on a parlé de la crise au niveau local, je dirais, terrain. Mais quelle est la perception au niveau national? Alors, Ludovic, tu as eu 1000 métiers, 1000 fonctions, ancien sapeur-pompier, tu as géré des crises, tu gères aujourd'hui des crises, et tu as été en cellule interministérielle de crise. Donc, est-ce que tu peux nous apporter des éclairages sur la gestion de ces crises qui sont ressenties certainement de manière différente, qu'on soit près du terrain ou alors dans une cellule complètement déconnectée à Paris? Je vais partager avec plaisir cette expérience, que tu dis 1000 métiers. Je pensais que tu allais parler du moment où j'étais boucher charcutier, mais je trouvais que là, ça n'avait pas tellement de sens par rapport à la thématique. C'est filmé en plus, super. Oui, donc je ne vais pas rester assis, je vais me lever. Donc oui, j'ai assuré la coordination de la cellule interministérielle de crise, donc placée sous l'autorité du Premier ministre, déclenchée par le Premier ministre, cellule de crise qui est située dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur à Beauvau. Et donc de 2013 à 2019, et donc quand vous connaissez les grandes crises que la France a connues pendant ces années, forcément vous allez en identifier certaines. On parle beaucoup des attentats, Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre, Nice, 14 juillet 2016. Strasbourg un peu, enfin voilà, il y a eu beaucoup. Il y a aussi eu des grands événements qui nécessitent une attention toute particulière portée au niveau de l'État, même si ces événements sont portés au niveau local. Et là, il faut bien qu'on arrive à faire la part des choses entre ce qui est porté à ce niveau national sur un niveau interministériel, ce qui est porté au niveau national au sein de chaque chaîne métier et donc porté par chaque centre opérationnel d'envergure nationale. Et puis ensuite le niveau zonal qui a une mission très particulière, et enfin le niveau départemental avec les préfets en tant que directeurs des opérations, alors c'est le terme consacré, les termes juridiques officiels portés par le Code de la sécurité intérieure et le Code des collectivités territoriales. On parle de directeur des opérations de secours, mais depuis un certain nombre d'années, notamment depuis 2015, aujourd'hui l'ensemble des acteurs opérationnels s'entendent à dire que la mission du préfet dans sa coordination des acteurs de la crise ne se limite pas uniquement à la mission de secours, mais à l'ensemble des missions qui concourent à la réussite de l'intervention. Donc la mission de sauvetage, la mission de secours, la mission de recherche, la mission d'appui, etc., etc. Donc j'étais effectivement au ministère de l'Intérieur à cette époque, et vous vous en souvenez sûrement, septembre 2017, des ouragans, plusieurs ouragans sont identifiés par les prévisions météo et vont traverser les Antilles, et on sait que la Guadeloupe et la Martinique risquent d'être fortement impactées, mais on se doute assez rapidement que parmi les îles françaises, l'île de Saint-Martin, la moitié est française et l'autre moitié hollandaise, risque d'être particulièrement touchée. Et à partir de là, il y a tout un travail d'anticipation qui est organisé au niveau national, d'abord au niveau de chaque chaîne métier, c'est important, la gendarmerie s'organise, la sécurité civile s'organise, d'autres services s'organisent, des organisations privées s'organisent, et la première question est de dire qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On sait que Saint-Martin, et plus le temps en passe, et plus les prévisions sont fines. Et là, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dépêche depuis la métropole immédiatement des secours en renfort et des forces d'intervention en renfort sur Saint-Martin, ou en Guadeloupe, ou en Martinique, ou est-ce qu'on attend que les ouragans passent et on engagera ces forces après ? Pourquoi est-ce que cette question est importante ? Parce qu'aujourd'hui, les forces d'intervention sont en permanence placées sous l'œil critique des réseaux sociaux, de la population et des oppositions politiques, des je sais tout, on a bien vu au travers le Covid que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux étaient devenus de grands épidémiologistes, médecins aguerris, spécialistes des virus, en particulier du coronavirus. Dans ces cas-là, c'est exactement la même chose. Vous avez des grands météorologues qui se devinent, et c'est des grands spécialistes du secours et de l'anticipation. Et là, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on engage les secours de façon prématurée et anticipée, de façon à ce qu'ils puissent intervenir immédiatement après le passage de l'ouragan, sachant qu'il n'y en avait pas un, il y en avait trois. On a beaucoup parlé de l'ouragan Irma,
Mais en fait, il y en a eu 2 autres qui ont suivi, José, juste derrière Irma, puis Maria, qui était le 3e ouragan, qui est passé à peu près sur la même... Et le choix est fait malgré tout d'engager des moyens, non pas sur Saint-Martin tout de suite. On considère que les moyens qui sont sur l'île à ce moment-là, on les laisse sur l'île pour protéger un certain nombre de sites considérés comme sensibles. On en dépêche d'autres en renfort sur la Guadeloupe et on en prépare d'autres de façon à ce qu'ils puissent intervenir après au cas où les secours dépêchés seraient atteints, fragilisés par le passage de l'ouragan. Je parle de moyens humains et je parle également de moyens matériels. Prise de risque importante, puisque si stratégiquement on se trompe, on nous dira mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui savaient que l'ouragan allait passer et qui ont été suffisamment abrutis, je jamais le gros mot, qui n'ont jamais été suffisamment abrutis pour mettre des gens sur le terrain. Voilà. Et puis finalement quand ça marche, on est presque des champions du monde parce que quand même on a bien anticipé, c'était vraiment bien d'avoir dépêché des gens de façon anticipée. Voilà, je le dis parce que ces décisions, elles sont compliqué à construire, mais plutôt que dire compliqué, je vais dire complexe. La subtilité, je m'adresse surtout aux jeunes, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants dans la salle, la subtilité entre un système compliqué et un système complexe, c'est quand dans le complexe il y a de l'humain, et on revient toujours sur cette notion de l'humain, et qu'à un moment donné pour décider c'est faire preuve de courage, et c'est accepter à un moment donné de prendre le risque de se tromper. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a cette décision qui est validée au plus haut niveau de l'État que de prépositionner ces moyens. À partir de là, la tempête, l'ouragan passe. On a vu des images absolument terribles. Moi, j'ai des collègues qui sont sur place et qui tiennent des portes, comme si la porte tenait le bâtiment. Voilà, des choses assez incroyables. Et puis, comme vous le disiez, des gens, alors je ne sais pas s'ils étaient en jean, mais en tout cas, moi, je les ai vus sans rien. C'est-à-dire que j'ai vu une préfète marcher avec des bottes ça devait être du 44 ou du 45 parce que toutes ses affaires avaient disparu, envolées, habillées avec des fringues qu'elle avait récupérées à droite à gauche, et puis tout un tas de collaborateurs autour qui étaient dans la même situation. Mais en tout cas, très rapidement, il faut que la situation reprenne et il faut effectivement tenter de redonner une forme de stabilité à cette organisation. Une crise, c'est un moment d'instabilité complète. Et à partir de là, il faut essayer de voir la situation dans sa globalité. Et ça ne se limite pas uniquement à un regard de secours ou à un regard de sûreté publique, mais ça va bien au-delà. Il faut vraiment être en capacité de voir la situation dans sa dimension la plus globale pour ensuite être en capacité d'identifier les actions engagées de façon prioritaire pour redonner du sens à la vie, à la société, pour que cette société puisse commencer à redémarrer doucement dans un premier temps, puis de façon de plus en plus importante. La vraie difficulté sur un événement comme les Antilles, c'est que là, vous ne pouvez pas avoir des dizaines d'hélicoptères tout de suite. C'est que vous êtes totalement isolé. Alors, l'avantage peut-être des Antilles, c'est qu'on n'a pas des gens qui viennent avec des caravanes je dis des caravanes comme ça. Des gens qui viennent avec des caravanes pour tenter de piller les maisons. Mais quand je parle de gens avec des caravanes, c'est pas des campeurs, vous aurez compris. Mais par contre, vous avez malgré tout des gens malveillants, effectivement, qui vont profiter des situations pour piller, etc. Donc ça reste un vrai problème. Et donc il y a là aussi des moyens considérables, notamment les forces de gendarmerie qui sont dépêchées sur place pour tenter de sécuriser les zones. Redonner du sens également à la vie, c'est redonner de l'argent. Et là, c'était un vrai sujet également, parce que forcément, il n'y avait plus d'argent liquide, donc plus moyen de payer. Alors, il y a beaucoup de troc, il y a beaucoup de solidarité, mais ça ne suffit pas. Et je me souviens très bien, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi, mais en France, il y a eu beaucoup d'initiatives d'organisations non gouvernementales, d'ONG, qui commencent à récupérer des affaires, qui commencent à récupérer du matériel, et puis qui après vous appellent et vous disent, voilà, nous, il va falloir comment est-ce qu'on peut faire pour emmener sur place des affaires, comment emmener sur place, etc. Et moi, un jour, j'ai eu une ONG qui m'a appelé en me disant, voilà, on a récupéré plusieurs millions d'euros. Donc on va les emmener, on a quelqu'un qui va à Saint-Martin avec plusieurs millions d'euros, mais on ne sait pas trop sur place comment on va faire pour les distribuer. Donc on s'interroge un peu quand même, parce qu'on ne voyage pas quand même avec plusieurs millions d'euros comme ça, et je vous assure c'est la réalité, c'était de l'argent liquide. Et donc l'objectif de cette ONG, c'était de se déplacer avec cet argent liquide sur place, et arriver sur place, de se mettre à un endroit assez visible, et de dire qui a besoin d'argent, je vous le donne, quoi. Donc on a dit hop, attendez, on va faire autrement, on va essayer d'organiser la chose également. Donc ça s'est fait effectivement avec les services de Bercy et puis avec les forces de l'ordre pour tenter de sécuriser tout ça, puis peut-être de sécuriser la personne, parce qu'elle, pour le coup, si elle est arrivée habillée, elle serait partie à poil, ça c'est sûr.
Voilà. Et donc il faut arriver finalement à mettre tout ça en place. Il y a du matériel qui doit être dépêché de façon rapide, notamment pour rétablir les communications électroniques, essentielles. Mais là, il faut acheminer sur place des pylônes, il faut acheminer sur place des câbles, il faut acheminer sur place des toilettes, parce qu'il n'y a plus de toilettes. Alors ça peut sembler, voilà, on peut vivre un jour sans toilette, 2 jours sans toilette. Mais une semaine sans toilette, ça commence à être un peu compliqué, quoi. Je vois que monsieur est connaisseur. Voilà. Donc ces choses qui sont absolument évidentes et qui peuvent sembler totalement anodines, je vous assure que quand vous êtes dans des endroits isolés comme ça prend une proportion absolument incroyable. Et je vous parle pas des soins qu'il faut apporter aux victimes, du secours qu'il faut apporter aux blessés, et de toutes ces situations qu'il faut arriver à coordonner. Là encore, forte mobilisation, et quand je dis que ça ne se limite pas au secours, il y a forcément les forces armées qui sont mobilisées, mais qui ne peuvent pas tout faire. On a besoin d'avions. Les avions sont à ce moment-là donc des avions cargo qui peuvent acheminer du matériel très rapidement sur place, notamment les A400M qui ont remplacé les Hercule C-130 et les Transal pour ceux qui s'intéressent un peu à l'aviation. Sauf que les avions sont dépêchés sur des opérations militaires extérieures, notamment au Moyen-Orient. Et qu'à un moment donné, il y a des choix stratégiques à faire à l'échelle d'un État. C'est est-ce qu'on laisse des avions qui sont là pour acheminer du matériel pour des militaires qui sont en guerre ou est-ce qu'on récupère le matériel pour fragiliser ces militaires, pour pouvoir utiliser ces avions pour transporter du matériel vers les Antilles. Pareil, beaucoup de matériel à transporter. Donc je vous ai parlé de toilettes, je vous ai parlé de véhicules. Il faut acheminer des voitures. On manque de camions, on manque de voitures, on manque de beaucoup de choses. Et là, on utilise encore une fois le matériel de la Marine nationale avec notamment un navire cargo, je sais plus c'est un nom, je sais plus comment c'est, un gros navire cargo, le Tonnerre, notamment dans lequel on peut charger des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériel, mais là encore de façon extrêmement coordonnée, puisque on charge pas un bateau comme on charge la remorque pour partir en vacances, c'est-à-dire qu'on doit équilibrer les charges, il faut savoir en amont ce qu'on va y mettre, avant de savoir ce qu'on va y mettre, il faut forcément identifier ce dont on a besoin. Voilà, donc tout ça nécessite un travail de réflexion et d'anticipation absolument gigantesque. Et bien entendu, on n'a jamais pensé que la moitié d'une île pouvait être dévastée. Et puis je pourrais vous en parler encore pendant bien longtemps. Je vous disais, l'île de Saint-Martin, c'est une île qui est divisée en deux. Il y a Sint-Maarten au sud et Saint-Martin au nord, ou le contraire, je crois que c'est comme ça dans cet ordre-là. Mais forcément, il n'y a pas que la France qui est touchée, il y a la Hollande qui est touchée également. Les relations sur l'île entre la France et la Hollande sont assez compliquées. Complexe, difficile. C'est pas la relation entre la France et la Hollande en Europe, c'est aux Antilles, c'est pas du tout pareil. Et pour le coup, les Hollandais disent mais nous notre piste d'atterrissage elle est pour nous, mais on vous la prête pas. Et la seule piste d'atterrissage qui existe sur Saint-Martin, c'est une petite piste d'atterrissage qui n'est pas en capacité d'accueillir des gros porteurs, trop petites, pas assez longues, pas assez larges. Et donc pour le coup, on a des avions qui sont pleins à déposer du matériel et puis finalement, ils ne peuvent pas atterrir. Donc là, rôle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour pour mettre en œuvre des relations qu'on appelle diplomatiques avec la Hollande pour tenter de trouver des arrangements et avoir simplement l'accord de faire atterrir des avions français sur le territoire hollandais à Sint-Maarten. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément et qui viennent finalement vous polluer la situation. Alors je crois que, je ne sais plus, c'était ce matin, Arnaud Kremer disait la gestion de crise, c'est la loi d'emmerdement maximum, c'est la loi de Murphy. Je crois que c'est encore pire que ça. Il y a toujours des emmerdes qui viennent s'ajouter aux emmerdes. Il faut simplement y être préparé. Là où ça devient difficile, et vous l'aurez compris, c'est qu'il y a différents niveaux qui viennent à travailler. Parfois, et là encore on est dans l'humain, quand vous avez des gens au niveau d'un gouvernement proche du président de la République, mais qui sont historiquement des gens de terrain, que ce soit des gendarmes, que ce soit des pompiers, que ce soit d'autres personnes, tout le monde a tendance à la fois à vouloir valoriser sa propre action et valoriser les actions de son institution, et donc de façon extrêmement naturelle, et là on est vraiment sur du biais humain, on a tendance à faire ce qu'on a toujours fait et ce qu'on sait bien faire. Et pour le coup, on a tendance à ce niveau gouvernemental à refaire des missions qui sont finalement des missions de terrain et qui sont réalisées par des acteurs de terrain en COD, en centre opérationnel départemental au sein des préfectures. Et donc là encore, si on n'est pas extrêmement rigoureux sur le rôle qu'on a joué dans l'organisation, on va finir par se retrouver avec des organisations nationales qui vont jouer le rôle d'organisation départementale
environnementale, ce qui est complètement débile, puisque comment voulez-vous qu'à Paris, on soit en capacité de dire ce qu'il faut faire exactement sur le terrain à Saint-Martin, aux Antilles. Mais pour autant, il faut avoir dans ces organisations, je dirais, des personnes dont je faisais partie, qui n'apportaient pas de compétences techniques ou stratégiques, même si on pouvait le faire, mais c'était essentiellement de repositionner les acteurs à leur place. Et je le disais ce matin, je crois, dans la conférence précédente, en disant c'est chacun à sa place sans prendre la place de l'autre. Et là où on a eu vraiment un travail important à réaliser, et c'est toujours un travail qui est réalisé par mes collègues aujourd'hui, c'est de s'assurer que chaque acteur, chaque organisation reste extrêmement humble dans sa façon de travailler, qu'il y ait cette tension permanente entre l'action et l'écoute. Qu'on soit en permanence attentif à ce que va faire le voisin, de façon à ce qu'on s'assure que l'action du voisin et l'action qu'on va engager ne sont pas antagonistes. Si mon voisin, si on a une crise en Angleterre et que mon voisin tout seul dans son coin décide de faire rouler les camions à droite et que moi de mon côté je continue à faire rouler les voitures à gauche, forcément à un moment donné ça va être le bordel. Sur une gestion de crise, on est exactement dans la même situation. Donc il faut que l'ensemble des actions de l'ensemble des acteurs publics, privés, etc. puissent être organisées de façon à ce qu'il puisse y avoir un petit peu comme dans une équipe de rugby, une cohérence d'ensemble qui fasse qu'à un moment donné, il y a les gros devant qui vont pousser, qu'il y ait les plus grands derrière qui vont attraper les ballons, qu'il y ait les plus malins derrière qui vont les choper, qu'il y ait les plus rapides sur le côté qui puissent les emmener de l'autre côté de la ligne de but. Pour ceux qui n'aiment pas le sport et qui n'aiment pas le rugby, je pourrais vous faire exactement la même chose avec l'orchestre symphonique. Il faut que celui qui joue du violon puisse savoir à quel moment il va jouer par rapport à celui qui joue du violoncelle, comme par rapport à celui qui pourrait jouer du piano, et à un moment donné, derrière tout ça, il faut un capitaine d'équipe, il faut un chef d'orchestre qui va arriver finalement à modérer les ardeurs des uns et des autres et justement trouver cet équilibre de façon à ce que la décision puisse être construite de façon partagée, organisée, pour que derrière ces décisions, les actions de terrain puissent être déclinées de façon tout aussi efficace. Merci. Merci pour cette démonstration. On l'a bien compris, il faut une réponse globale. Assembler chaque pièce du puzzle, tu l'as bien dit et répété. Et il faut de la communication, on l'a vu avant, et aussi de la coordination. Alors, Arnaud Kremer, président d'IREMOS, créé en 2006, ancien officier du GIGN. Toi, tu vas t'attacher aux grands groupes, aux entreprises, pour les préparer. Ton mot d'ordre, c'est anticiper pour ne pas subir. Donc, comment t'organises-tu, comment prépares-tu des gens qui, par essence, ne le sont pas, à anticiper sur ces crises et à améliorer leur résilience ? Exactement. Donc, certains d'entre vous m'ont déjà vu intervenir ce matin, et donc je suis Arnaud Kremer, dirigeant d'IREMOS. Ce que vient de dire Ludovic, il y avait plein de messages. Un, la crise, c'est décider dans l'incertitude. Ça, c'est fondamental. Et deux, il faut être prêt à un moment ou à un autre à être confronté à l'humain, et c'est vraiment le facteur clé. Je me reconnais bien, puisque pour avoir servi dans la maison gendarmerie pendant plus de 20 ans dans le discours du colonel, c'est vrai que ça n'a pas dû être simple ce sujet, ces inondations. Et c'est vrai que vous, madame, ça touche quand même quand on voit une entreprise qui gère la crise comme ça. On voit vraiment que l'humain, c'est le cœur du réacteur, en fait, hein, et ça, c'est clair. En fait, pour en revenir à la gestion de crise en entreprise, on fait très clairement la distinction entre ceux qui ont préparé et ceux qui n'ont pas préparé. Que je prenne la crise Covid, que je prenne la crise les attentats de Nice, que je prenne un feu dans une usine Céveso à Rouen, voilà. Une entreprise préparée ne réagit pas du tout de la même manière qu'une entreprise non préparée. Je pense que Ludovic, par rapport à son expérience maintenant privée, peut dire que quand on accompagne des clients et qui à la fin ils nous disent on a mis en place le processus de crise que vous nous avez indiqué, ça fait quand même plaisir à entendre. Dans la
d'une manière générale, dans la crise, il y a deux types de crises. Les crises acinétiques rapides, comme un attentat, des ouragans, etc. Et des crises acinétiques lentes, comme le Covid, comme des inondations qui durent pendant des mois et des mois et qu'on voit arriver. La fameuse crise centenale de Paris, dont on parle depuis 100 ans. Il y a des détecteurs, on va pouvoir l'anticiper 15 jours avant. Donc, entre ces deux crises, bien sûr, la réaction, la première, c'est sauver sa peau, crise acinétique rapide. On prend rien, on prend rien du tout, on sauve. Le deuxième effet, si on a un tout petit peu de temps, ce qu'on dit pour les voyageurs, les expatriés, c'est qu'on prend le backpack, c'est juste le nécessaire vital, le passeport, de l'argent, etc. Et sinon, eh bien, on a un vrai plan de continuité d'activité et de reprise d'activité qui doit être pensé en temps de paix, en temps calme, et que l'on aura le temps de mettre en place tranquillement. Donc, répondre à la surprise par l'organisation. Et ça ne se fait pas comme ça. C'est former des personnes, organiser, avoir des manuels opérationnels véritablement opérationnels et pas des procédures qui calent les portes, des choses que l'on aura mis en place en exercice de crise, que l'on aura confronté à la réalité. Pour ceux qui étaient là ce matin, il y a un mot, c'est l'humilité. C'est pas parce qu'on est un bon gestionnaire, un bon manager du quotidien qu'on est un bon gestionnaire de crise. Et c'est pas une question de CV, c'est pas une question de posture, c'est pas de carte de visite. C'est pas parce qu'on est patron d'une filiale d'un grand groupe qu'on est forcément bon en cellule de crise. Et ça, j'ai plein d'exemples à vous donner où parce que la bonne personne à ce moment-là n'est pas la bonne. Je vous donne juste un exemple, sans faire trop long. On a fait un exercice de crise sur un siège à la Défense. Le thème, c'était un attentat au niveau des 4 temps dans le RER. Donc le scénario, c'était je suis COMEX d'un grand groupe et j'ai potentiellement des collaborateurs qui sont dans le métro, etc. etc. Donc c'était pas le Crédit Agricole, c'était une assurance. Et en fait, au bout de 20 minutes d'exercice, la directrice des ressources humaines se met à pleurer. Et là, avec le directeur de crise, on la sort de la cellule de crise, un exercice, et on lui dit qu'est-ce qui se passe ? Elle nous dit ma nièce était au Bataclan, je ne peux pas supporter cette ambiance, moi, à ce moment-là, je ne peux pas supporter. Elle est sortie. Cette personne qui est bonne DRH de sa carrière, et c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, etc. Ce jour-là, à ce moment-là, c'était pas la bonne personne. Il faut être suffisamment humble. Moi, j'ai des patrons qui me disent, quand il y a une crise qui se déclenche, je donne toujours la direction de crise à mon numéro 2 parce que moi, je suis trop sanguin, il se connaît et il est suffisamment humble pour le dire. Donc ça, c'est important, l'humilité en cellule de crise. Et plus on est dans l'intensité forte avec des victimes, etc., plus c'est compliqué à gérer. En fait, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, les accélérateurs de crise, les réseaux sociaux, les médias, etc., mais j'y reviens pas. Donc, en pré-crise, de se préparer, pendant la crise, la guerre du temps d'alerter, d'évaluer, mobiliser, et après de gérer la crise, et surtout le retour d'expérience, qui est absolument fondamental. C'est là où tout se fait. Si vous faites un exercice de crise, et là il y a des étudiants, faites des débriefings à chaud, et après faites aussi des rétextes plus tard, vous verrez, c'est extrêmement puissant. Chez les militaires, on fait ça tout le temps, je pense que chez les pompiers aussi, que l'on ait gagné la guerre ou qu'il y a eu ou pas d'ailleurs, c'est surtout quand il y a eu des problèmes. On fait toujours des retours d'expérience et je pense qu'au Crédit Agricole, vous avez fait ça aussi parce que c'est un outil extrêmement puissant d'humilité déjà parce que voilà, et c'est fondamental. Et après, il y a le suivi de crise, tout ce qui est suivi juridique, qualité, assurance, etc. Donc c'est vraiment important. Donc,
Ça, c'est la partie gestion de crise. Au niveau de la sûreté, vous avez, la sûreté, c'est tous les événements liés à la malveillance, la volonté de nuire à des personnes, des biens ou à des données, matérielles ou immatérielles. Ce qui est important, c'est que il faut, encore, c'est un point sur lequel il faut vraiment anticiper, puisque en général, quand il y a un événement de type enfin quel qu'il soit, que ce soit une inaccessibilité de site, que ce soit parce que c'est des inondations, des attentats, des gilets jaunes ou peu importe, vous ne pouvez pas accéder à votre site et vous avez des auteurs d'actes de malveillance, internes ou externes, peut-être des bandes organisées, des gens qui viennent des pays de l'Est ou des hackers qui sont dans leur canapé en Ukraine et qui vous hackent votre site Céveso ou votre hôpital. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être prévues, organisées et contrées. La sûreté, c'est pas si compliqué. Il faut arriver à dissuader l'auteur d'actes de malveillance. Si malgré tout, il n'est pas dissuadé, il faut arriver à détecter l'événement le plus en amont possible, c'est-à-dire soit c'est de l'intrusion physique, soit c'est de l'intrusion logique, soit c'est ou un collaborateur qui est en train de sortir des données qu'il n'a pas à sortir. Une fois qu'on a détecté, d'intervenir et puis après de faire ce qu'il faut. Mais tout ça, ça doit être préparé en temps de paix, en temps calme, dans la partie pré-crise. C'est important parce que pour un chef d'entreprise, de s'occuper de la sûreté, c'est pas obligatoire, donc c'est quelque chose qui est souvent négligé et en général, on s'occupe de la sûreté que quand on s'est fait taper plusieurs fois. Voilà en résumé ce que je peux dire mais en entreprise, on voit de plus en plus, on a eu un avant et un après Bataclan, ça c'est important de le dire aussi. Avant Bataclan, on travaillait nous que sur les opérateurs d'importance vitale, les sites extrêmement sensibles, extrêmement exposés. Après Bataclan, on a travaillé sur des sites des ERP, des établissements recevant du public, des centres commerciaux, des parcs de loisirs, des écoles, beaucoup d'universités d'ailleurs, sur la prévention des risques de malveillance de haute intensité, tueries en masse, etc. Et après, une fois qu'on a ce sujet, qu'est-ce qu'on fait si on gère? Donc voilà, ça c'est des choses qui sont prises en compte qui sont un peu plus pris en compte maintenant. Merci beaucoup Arnaud. On a densifié les interventions, vous puissiez en profiter, on connaît vos besoins. On l'a vu Arnaud, donc merci beaucoup. Chaque crise, quelle qu'elle soit finalement, génère des vulnérabilités et a donc des potentiels risques en termes de sûreté auxquels toute entité doit se préparer. Alors on va passer à l'intervenant suivant qui est Ignasi Fontanals Vidal, qui est à distance, il est à Barcelone. Ignasi est directeur Europe de Resilio Technologies. C'est une entreprise canadienne qui présente des outils aidant dans la conception, la gestion de l'incertitude et de l'inattendu. Ignasi est là à Barcelone. Il est ancien PDG, cofondateur d'une start-up qui travaillait sur les risques et la résilience urbaine. Il a participé à l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation européenne depuis le premier grand projet H2020. Il a travaillé en collaboration avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs, École d'ingénieurs de la ville de Paris, l'IMRED à Nice, l'Université Côte d'Azur, France Ville Durable et évidemment à Barcelone et au Québec. Ignasi, je pense que vous m'entendez, alors je vais vous laisser la parole, vous devez avoir la main pour une présentation si vous le souhaitez. Ton son est coupé, je pense que tu n'as pas entendu. Regarde, ton son est coupé. Il est censé m'entendre par le... Visiblement, non. Ignasi, j'ai fait votre présentation, maintenant c'est à vous. Bienvenue, on vous écoute. Bonjour, merci. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Je sais pas. Ok. Donc, je vais partager mon écran pour initier ma
ma présentation. Donc, je vous demande 2 secondes. Juste me dire si vous voyez mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, je considère que oui. Si tout va bien, je vais commencer. C'est un peu bizarre ici à distance. Ok, parce que je ne vois pas, je ne suis pas dans la salle, j'essayais de suivre un peu les interventions, même si ça commence un peu tard. Donc merci beaucoup pour m'avoir invité ici. Donc je me présente rapidement. Je suis le directeur Europe de Resilio. Vous m'avez présenté, je suis basé à Barcelone, mais je représente une entreprise qui est basée au Québec, au Canada, qui s'appelle Resilio Technologies. Et donc aujourd'hui, j'ai écouté ces 2 jours les interventions qu'il y a aujourd'hui et les autres. Pour moi, c'est la première fois un bureau-risque, mais j'ai trouvé ça super intéressant et très haut niveau. Donc, je vais essayer d'apporter un peu mon expérience et vous présenter juste le cas de Resilio Technologies. Donc, Resilio Technologies, si je peux passer, donc, pour vous présenter l'entreprise, Resilio Technologies développe des logiciels, développe des outils. J'ai vu qu'il y a plusieurs compagnies et pas mal de PME en France qui développent des outils pour la gestion des crises. Et donc on dit qu'on aide les organisations à gérer l'incertitude et les événements imprévus et à être plus résilients face aux crises et aux catastrophes. Et en fait, Resilio Technologies, c'est une spin-off de Prudent Group Conseil, que ça fait 27 ans, qui est présente dans le milieu municipal, dans le milieu de la continuité d'activité au Québec. Il y a plus de 200 municipalités qui utilisent l'outil de Resilio pour gérer ces plans de crise. Donc, vous pouvez comprendre le profil de l'entreprise qui est très similaire à certains profils qu'on trouve dans cet événement. Donc, notre manière de travailler, c'est en fait, je suis basé à Barcelone parce que je supporte des partenaires européens qui utilisent notre outil pour travailler avec les clients finaux. Donc, au Canada, on fait ça à travers le Prudent et à travers DinoSecure, qui c'est un peu le frère de SAFE. C'est les clusters de sécurité et résilience de Canada et avec lesquels il y a pas mal d'échanges. En Europe, on travaille avec une compagnie qui s'appelle RiskRisk. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, en tout cas ils sont par ici, que c'est un bureau d'études assez dynamique, assez innovateur, je dirais, qui nous aide à développer l'outil et à l'utiliser dans les différentes municipalités. C'est pour l'Alliance, que c'est une autre entité qui est spécialisée dans les écoles, qui travaille avec les écoles, et après on fait partie de diverses associations, les alliances. En Espagne aussi, on travaille avec des partenaires et avec des associations. Donc, je voulais vous expliquer un peu l'approche que nous on a face à l'innovation dans la gestion des crises et la résilience. Donc, vous dire que moi personnellement, j'ai commencé à travailler dans ce secteur à partir de l'innovation, parce que moi-même j'ai créé une start-up il y a pas mal de temps, les premières start-up qui travaillaient sur la résilience urbaine, au moment où en fait résilience était un mot en France. Peut-être c'est un mot qui est apparu, qu'on a travaillé depuis longtemps. En Espagne, par exemple, le mot résilience, resiliencia, c'est tout récent et n'était pas au dictionnaire. En 2008, il a rentré dans le dictionnaire espagnol quand même. Donc, j'ai vu un peu cette évolution de le mot résilience, qui, vous savez, il a évolué, il y a eu de la recherche faite autour des mots. Je me rappelle à l'époque avec l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, les départements du 7 Diap, avec Marc Bouillet, on a travaillé sur cette idée de résilience, etc. Après avec l'IMREP, etc. Donc, un peu cette évolution de comment la résilience
a été approprié par les gens de la gestion des crises et les gens du changement climatique qui se sont appropriés de la gestion des crises en même temps. Donc, pour vous dire que, en fait, à Resilio, on a pris les mots et on essaye de créer des outils qui soient innovateurs autour de mots de la résilience et gestion des crises. Et pour faire cela, on est très orienté utilisateur. Je pense qu'en général, tous les secteurs devraient être très orientés à l'utilisateur quand on développe des outils. Un peu commencer à travailler, vous savez, il y a des outils pour les startups et pour les jeunes pousses, comme on disait en France, mais qui peuvent être adoptés par les grands groupes ou par les PME. C'est mettre l'utilisateur autour de développement de l'outil et valider les choses, valider l'innovation. Souvent, on fait des outils, par exemple, qui sont faits par des gens de la gestion des crises. Saris Crise, il avait dit, pour les managers des crises, mais ils ne sont pas orientés pour le reste d'acteurs du secteur. Donc, très important, nous on fait ça, on valide toujours l'innovation avec l'utilisateur au centre. Dans les cas, par exemple, de plans de crise, on a détecté un peu partout cette nécessité d'actualiser les plans de crise. On parle beaucoup de tous les outils d'analyse, de modélisation, etc. Mais il y a une chose de base, c'est les plans de crise. Les plans de crise, ils sont obsolètes. Et je pense en France, en Espagne, au Québec et partout dans le monde, on fait beaucoup de plans de crise, beaucoup de documents qui ne sont pas actualisés parce qu'ils sont mis avec des Word, ils sont avec PDF, ils sont avec des fichiers, mais ils ne sont pas centralisés. Nous, on a validé que c'est un besoin de les utilisateurs et qu'il y a du travail à faire là. Après, pour innover aussi, je voulais parler, pour innover dans ce secteur, il faut du courage. J'ai entendu quelqu'un dire ici dans les journées, le courage. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est vrai. En France, des fois, c'est difficile, mais je dirais que partout dans le monde, c'est difficile. Il faut innover, tout le monde parle d'innover, etc. Mais après, on marche chez les villes et ils disent oui, innover, mais nous, on a besoin de quelque chose parce que, vous savez, les préfets, les lois, ils nous obligent à faire ça. Les grosses entreprises, ils disent oui, je vais investir dans cette entreprise, mais il faut que le produit soit validé, que vous en vendez, etc. Donc, je pense qu'il faut prendre des risques et apprendre à se tromper. Dans le sens aussi, je dirais que point de vue de Resilio, c'est une entreprise américaine, c'est les francophones et du Québec, mais il y a un côté américain que je pense que les Européens on devrait apprendre, c'est que c'est trompé, c'est pas mauvais, et qu'on prend des risques, on se trompe et on corrige. Et c'est comme ça qu'on améliore. Et finalement, une vision internationale. Et je dirais là, bon, je suis à Barcelone, mais je travaille beaucoup avec la France. Il faut s'ouvrir au monde et voir les choses autrement. Donc il faut voir toutes les approches et voir de ces approches. Donc je pense que ça, c'est des valeurs que nous on fait. Donc très rapidement, je voulais vous expliquer un petit projet d'innovation de gestion de crise et résilience qu'on fait avec l'Université Côte d'Azur, avec le Master Géoprat, et qu'en fait on a un besoin qu'on a détecté et qu'on est en train de travailler, je pense qu'il met ensemble beaucoup de discussions qui ont été mises là, c'est la résilience des zones industrielles. La résilience d'un endroit où il y a des entreprises qui sont exposées au risque, donc il y a la résilience organisationnelle, le plan de continuité d'activité de l'entreprise, et il y a le plan de continuité ou la résilience du territoire. Et des fois, les deux approches ne sont pas ensemble. Donc, certains aléas dans cette zone, surtout zone méditerranéenne aussi, limitent l'expansion des entreprises dans les territoires et augmente le risque de disruption. Donc ça fait un côté résilience industrielle, un côté, je pense, où le côté économique, ça se montre clairement. C'est une chose que quand on travaille en risque, en résilience, vous savez parfaitement,
Des fois, on ne parle pas des coûts économiques. Il faudrait dire, écoutez, pas être résilient et pas gérer bien votre crise, ça va coûter de l'argent. De l'argent que c'est l'État qui va payer, c'est la communauté, ça veut dire c'est l'État, c'est tous, ou de l'argent qui va être payé par une entreprise. Et donc souvent, je crois qu'il faudrait parler de l'argent qui nous coûte à tous, la non-résilience et la non-gestion des crises. Je sais que c'est un point délicat parce qu'il y a des gens il y a des acteurs publics qui ne sont pas prêts à dire on a mal géré, la crise a duré une semaine de plus, donc ça a coûté à tout le monde de plus. Mais c'est un point important que dans les zones industrielles, ça se voit. Et donc, on voit qu'il y a une nécessité d'améliorer la résilience, comme je disais, des organisations et de chacun des activités. Donc, ici, il y a un besoin encore plus élevé, je pense, de fédération de le public et de le privé et de tous les acteurs que des fois, ce n'est pas résolu. Donc, qu'est-ce qu'on a vu avec ce travail, je dirais, de réflexion, innovation avec les élèves de ces masters? Que d'un côté, on a le plan traditionnel et je dirais, obligatoire de gestion des crises. Ces plans, ils sont en France, il y a un type de plan, en Espagne il y a d'autres, au Québec il y a d'autres. Il faut dire qu'en Europe en général, toutes les démarches et toutes les contraintes administratives sont beaucoup plus lourdes qu'en Amérique, en Nord-Amérique, mais bon, il y a tous ces plans traditionnels qu'il faut faire. Et après on voit une émergence de plans, qu'on appelle là des plans de résilience. Vous connaissez tous la boussole de résilience de CEREMA, qui est changement climatique, qui travaille la résilience sociale, les différents aspects. Le plan de résilience de Paris, de ces initiatives de le Chief Resilience Officer, le responsable de résilience dans les villes, ou le projet européen que moi-même j'ai participé, où on a fait des plans d'action de résilience. Alors, souvent, ces plans de résilience, ils ne se parlent pas avec le plan Zorcel que le plan de communal de sauvegarde. Ils parlent de vulnérabilité, ils parlent des risques, ils parlent du territoire, mais ils ne se parlent pas. On a détecté qu'il y a ce dialogue qui pourrait se faire entre la gestion des crises opérationnelles, des opérations, et la gestion des crises, la résilience à long terme, la résilience structurelle, si vous voulez, ils ne se parlent pas. Donc on a vu que cette nécessité, et après on a vu que ça, dans chaque pays du monde, il y a des visions différentes. Et donc, on voit beaucoup de technologies qui se développent, beaucoup d'outils, une myriade d'outils qui se développent dans chaque niveau d'analyse, dans la résilience du territoire et la résilience de chaque organisation. On les a vus dans ces jours-ci, des gens qui présentaient des plateformes, des modèles de simulation détaillés, très avancés, les AI, les satellites, etc. Mais encore, ils ne mettent pas ensemble, des fois ils ne sont pas connectés, cette résilience de l'organisation et du territoire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on commence à travailler, on croit, et ça c'est ce qu'on fait, on essaie de faire avec notre plateforme qui est assez, je dirais, flexible pour faire tout ça, c'est essayer de prendre le plan, de dématérialiser les plans déjà en place qu'il y a dans un territoire et dans les entreprises, et les partager entre les différentes parties prenantes. Là, ici, je dirais qu'on a tous les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises, nous et d'autres aussi ici, qu'ils ont, je suis sûr, la technologie pour partager le plan. La technologie est là, mais il faut que les parties prenantes le veuillent. Donc, je pense qu'il faut travailler beaucoup la gouvernance de la résilience, parce que la technologie, on a tous des plateformes, on a tous des outils nous-mêmes pour pouvoir partager les données, mais il faut que les parties prenantes le veulent, sinon on ne va pas construire, on ne va pas unir cette résilience territoriale avec organisationnelle. On a travaillé aussi, et on pense que c'est intéressant, de travailler l'analyse des risques et ce qu'on appelle aussi les interdépendances et les effets cascades. Ça, c'est lié à les services essentiels, les infrastructures essentielles, l'effet cascade, qu'un aléa va causer, tous les systèmes vont être bloqués à cause d'un aléa qui va faire cet effet cascade. Je pense que cette approche peut s'élargir. Ça veut dire que les acteurs, quand ils regardent ces interdépendances, souvent les gens ne savent pas, dans un territoire industriel, je ne sais pas que devant moi, il y a une industrie qui a un risque qui m'affecte, et cette industrie ne sait pas comment j'affecte son risque. Donc, travailler dans ces territoires, ça c'est dans les villes aussi, mais
travailler, savoir comment ton risque affecte l'autre, avec la méthodologie d'analyser mon interdépendance, la mapper. On a des outils à Concorde pour visualiser et très clairement les gens ils vont voir, ah oui, je ne savais pas que moi je dépends, je ne savais pas que mon éclairage. Ça peut permettre aux activités économiques de s'impliquer. Simplement aussi parce qu'ils peuvent accéder à un plan communal de sauvegarde dans le même outil, ou parce que les pouvoirs publics peuvent accéder à un plan communal ou un plan particulier d'intervention d'une activité. Au Québec, il y a des exemples où la police municipale va avec des tablettes et dans une école, quand il y a un problème, un tireur actif qui s'appelle, ils ont accès au plan, ils peuvent accéder à l'école ou les pompiers, au lieu de casser une porte, ils vont par derrière parce qu'ils ont accès au plan. Donc cette idée de partager dans une même plateforme, et cette idée aussi d'intégrer, d'avoir un outil qui intègre, au lieu de refaire la rue, on voit beaucoup d'outils qu'ils essayent de refaire, de projets européens qu'ils ont déjà fait, un outil de simulation qui est très avancé, de géomatique avec toute l'information. Au lieu de faire ça, peut-être penser à des outils des agrégateurs, non, de construire une espèce de resilience as a service, résilience en tant que service, dans le sens où je vais chercher dans la même plateforme, ici vous avez un exemple, je peux chercher ma géomatique dans la même plateforme, je vais chercher mon analyse de visualisation de l'interdépendance effet cascade, où je vais chercher les plans pour savoir les différentes tâches qu'il faut faire, et j'ai une main courante, etc., un logbook qu'on appelle un journal de bord qui s'appelle au Québec, où j'active une urgence et je gère la crise, tous avec la même plateforme, et pour finir tout ça avec une gouvernance de la résilience. Ça c'est super important, travailler la gouvernance qui n'est pas encore claire, ni à niveau en France, ni à niveau européen, je pense, ni dans beaucoup de pays. Donc voilà, ça, ce sont les coordonnées si vous voulez nous contacter, si vous voulez plus d'informations sur ces projets qu'on fait. Et donc, merci. Et je vais arrêter de partager mon écran et je ne sais pas si je vais pouvoir vous écouter. Merci. Merci beaucoup Ignazi, merci pour cette intervention à distance. Alors avec la technique c'est jamais simple, mais ça a fonctionné. Je pense que c'est une véritable réussite. Et ça avait... Il n'entend pas. Non, peut-être dans le micro sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur. Merci Ignazi pour cette intervention. La technique a fonctionné, donc c'était pas, on vous a bien entendu. Ça vient bien compléter ce qu'on s'est dit pendant ces presque 2 heures qui vont s'achever bientôt. On va passer aux questions. On l'a vu, la crise, ça repose sur la technologie, l'humain au cœur de la crise, une préparation, de l'entraînement. Dans les armées on dit entraînement difficile, guerre facile, de l'entraînement pour acquérir des réflexes, la préparation pour chaque entreprise, aussi en passant par des professionnels, des gens qui ont déjà connu, traité des crises, pour apporter les meilleures réponses, les réponses les plus adaptées. Et on l'a vu encore, chaque crise, chaque événement, même climatique, entraîne des vulnérabilités qui mettent en péril la sûreté de chaque établissement. Je vais vous laisser la parole. Vous avez les intervenants qui sont là. N'hésitez pas à leur poser des questions. Il y en a certainement beaucoup qui vous demandent. Allez-y. La première question est toujours la plus dure. Alors je vais y aller peut-être pour... Alors je vais demander à Ludovic peut-être de compléter. On avait discuté justement sur l'anticipation, aussi ne pas aller trop vite dans la réaction. Et je pense à l'exemple du futuroscope de Poitiers. Ah oui. Je suis désolée, tu parles bien. Et là on m'entend ou pas? Là, comme
comme ça. Oui, donc, enfin, on est toujours dans ces situations, une fois de plus, qui méritent. Alors, on pense tout. Enfin, il faut pas confondre gestion de crise et gestion de situation d'urgence. On n'est pas forcément dans la réponse réflexe. Et je prends souvent un exemple d'exercice que j'anime sur le futuroscope, enfin qui touche le futuroscope de Monaco. Donc tout le monde connaît le futuroscope. Et un jour, voilà, il se passe un événement qui peut arriver n'importe où. L'un des risques les plus importants qu'on rencontre, c'est le risque de transport de matières dangereuses. Les transports de matières dangereuses, ça passe par toutes les routes de France. Et un accident arrive n'importe où, n'importe quand. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je plaide pour qu'on puisse avoir des plans de communauté de sauvegarde partout en France, parce que partout en France, un transport de matières dangereuses peut s'éventrer. Partout en France, un avion peut s'écrouler, pas s'écrouler, se cracher. Je fatigue un peu. Et pour le coup, tous les maires de toutes les communes de France doivent être en capacité de prendre en charge leur population et d'apporter une réponse à la situation de crise. C'est une réponse qui compose la réponse globale à ces situations de crise. Et cet exemple du futuroscope, enfin, futuroscope, ça pourrait être n'importe quel établissement recevant du public, avec beaucoup de public, c'est que dans l'exemple, on simule un nuage toxique qui se propage à une vitesse par rapport à du vent, par rapport à un sens de vent, par rapport à une force de vent. Et forcément, le premier réflexe serait de dire, voilà, comme quand on commence à prendre le cône de danger, qu'on commence à identifier que le nuage toxique, extrêmement toxique, c'est du chlore, va passer sur le futuroscope. La première action qu'on pourrait avoir de façon tout à fait logique et pas idiote du tout, c'est de dire, mais il faut absolument évacuer le public du futuroscope pour qu'il ne soit pas sous le nuage. Sauf que quand on commence à prendre un petit peu de recul sur cette décision qui peut sembler être tout à fait sensée, on peut vite s'apercevoir que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on n'évacue pas plusieurs milliers de personnes comme ça. Évacuer plusieurs milliers de personnes, ça génère des bouchons, ça génère des difficultés, et parfois même ça doit pouvoir générer l'utilisation de moyens extérieurs. Les moyens extérieurs, il faut les dimensionner. Les moyens extérieurs, c'est notamment des bus de transport en commun. Si vous êtes en pleine semaine et qu'il est 17h, vous n'aurez aucun bus de disponible parce que tous les bus de transport en commun sont utilisés pour le transport scolaire. Si c'est le week-end, vous pouvez peut-être en avoir de plus, mais vous avez beaucoup de voyagistes qui ont leur bus utilisé pour des associations sportives ou des associations du troisième âge ou je ne sais quoi, ou des comités d'entreprise. Là aussi, vous pouvez avoir des difficultés. Donc à un moment donné, j'ai besoin de réaliser une mission, de quels moyens j'ai besoin pour réaliser cette mission, et surtout, est-ce que j'ai les moyens pour pouvoir la réaliser. Ensuite, une fois qu'on sait qu'on est en capacité de le faire, cette ressource capacitaire, c'est une vraie vulnérabilité quand on l'a pas, c'est comment est-ce que je vais l'organiser. Et dans cet exercice, très souvent, donc, les gens commencent à réfléchir, trouvent les bus, et finalement, au moment où on a trouvé les bus, au moment où on est en capacité de mettre les gens dans les bus, eh bien, c'est pile le moment où le nuage toxique passe au-dessus des populations, et c'est pile à ce moment-là où finalement, en voulant mettre les gens à l'intérieur de bus, on finit par les rendre vulnérables au nuage toxique. Tout ça pour expliquer que dans toutes ces situations, à un moment donné, il faut se hâter lentement, prendre le temps de se poser, rester extrêmement calme. Et puis essayer d'anticiper justement tous les scénarios de mise en œuvre qu'on imagine pour s'assurer que jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, l'action envisagée reste cohérente. Et là, typiquement sur cet exercice, la cohérence voudrait que il faut confiner les gens et puis finalement accepter à un moment donné de rester enfermé, de laisser ce nuage se disperser ou peut-être trouver d'autres moyens pour le plaquer au sol au moyen de moyens hydrauliques par exemple. Mais en tout cas, la solution de l'évacuation n'est pas la bonne solution. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que dans ces situations de crise, et tout à l'heure Arnaud le disait très bien, on n'est pas tous égaux face à ces situations et on peut être très vite impacté. Arnaud prenait l'exemple d'une DRH qui réagissait lors d'un simple exercice parce que ça lui rappelait le Bataclan. Moi, quand les attentats du 13 novembre ont eu lieu, j'étais en cellule de crise, je coordonnais à ce moment-là la cellule situation et d'un seul coup j'ai ma collègue juste à côté, Marjorie, tu le connais ?
je la vois blêmir. Elle venait juste de recevoir un coup de fil. En fait, c'est un ami à elle qui était sous l'estrade du Bataclan et qui venait de recevoir une balle dans le bras. Il dit, écoute Marjorie, je suis sous l'estrade, je crois qu'il y a des morts partout, j'entends des tirs et moi je viens de recevoir une balle, qu'est-ce que je dois faire? Et donc elle, forcément, ma collaboratrice, elle n'était plus forcément en état à ce moment-là de réagir, je dirais, de façon tout aussi efficace, parce que je vous assure que c'est une personne extrêmement efficace. Et à ce moment-là, je lui ai simplement proposé de partir, de sortir, et en fait, d'elle-même, elle est revenue au bout d'un moment, elle dit, écoute, c'est réglé, voilà, il est à l'abri, c'est réglé, je veux revenir, je veux être là, je veux participer à la gestion de cette crise, il n'est pas question pour moi de partir. Mais il aurait été tout à fait entendable qu'elle puisse s'en aller. Quand j'étais sapeur-pompier, j'ai eu l'occasion d'appuyer des collègues sur des opérations graves où on a eu des blessés et on a eu des morts. J'étais sur les feux de la gare de Fresnay en 2003, où cette semaine-là, j'ai des collègues qui sont morts au feu. Je peux vous assurer que ça génère une émotion au sein des équipes qui est absolument considérable. Et il faut juste accepter qu'à un moment donné, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de super-héros nulle part, et il faut rester toujours voilà, extrêmement humble. Le comportement humain est extrêmement important. Je vais revenir sur cet épisode du Bataclan parce que finalement c'est tellement rare et tellement énorme qu'il se passe toujours plein de choses. Donc moi j'étais, alors voilà, on va parler de grade, moi j'étais lieutenant-colonel. Et à un moment donné, j'ai un colonel, donc un colonel, il est plus gradé que moi. On n'avait pas les mêmes fonctions. Lui, il avait des fonctions dans une organisation, et moi, j'étais en cellule de crise, et je coordonnais cette cellule de crise. Et il vient me voir, à peu près aussi blanc que le ballon que vous avez là. Bon, il n'avait pas marqué save sur sa tête, mais enfin, ça ressemblait beaucoup à ça. Et il me dit, écoute, je t'ordonne, non, il me faut le bilan des victimes tout de suite. Il devait être, je ne sais pas, minuit. J'avais derrière moi un tableau blanc. On avait un tableau avec décédés, blessés graves, blessés légers, impliqués. Alors ce qu'on fait de façon, je dirais, de façon presque automatique quand on est habitué à gérer des situations comme ça. Et ensuite, sur les lignes, on avait ou des noms de rues, ou des noms de restaurants, et Bataclan à un moment donné, et Stade de France, et enfin bref, tous les différents points où on avait identifié des fusillades. Mais à ce moment-là, on n'avait pas encore été en capacité de rapprocher sur le plan géographique des rues, des angles de rue, des bars, des restaurants, etc. parce qu'on ne connaît pas tous les bars, tous les machins, etc. Et que il y avait une telle confusion qui régnait derrière tout ça que c'était extrêmement compliqué. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'on mettait des chiffres absolument surréalistes. Décédés, on barrait 50, 60, 100. Et plus ça allait, plus ça montait. Et puis on avait des informations qui remontaient, puisque dans cette cellule de crise, j'avais le représentant de la chaîne sécurité civile, du COGIC. J'avais le représentant de la gendarmerie, j'avais le représentant de la police nationale, j'avais le représentant de la préfecture de police. Donc chacun allait de ses chiffres, donc on essayait de les rendre à peu près concordants. Il y avait une belle communication entre tous ces acteurs et en fait on essayait de donner du sens à la situation, on essayait simplement de comprendre à ce moment-là. Et je me souviens très bien de ce colonel qui vient me voir, assez blanc, assez pâle, assez transpirant, et qui me dit voilà, il me faut le bilan. Et mais je lui dis j'ai pas le bilan. Le bilan, c'est ça pour l'instant. On n'en sait pas plus. Et là, je le vois blêmir encore plus. Et il me dit, mais je ne te le demande pas, c'est un ordre. C'est le ministre qui le demande, c'est un ordre. Donc c'est un militaire, ce gars, un vrai militaire. Je dis, mais moi, ça peut être le ministre, le président de la République, le pape, Richard Gottener, j'adore Richard Gottener, qui le demande, je n'ai pas la solution. Voilà, je n'ai pas la solution. Donc s'il faut l'expliquer au ministre qui était juste au-dessus d'où on était et qui descendait très régulièrement, je l'expliquerai au ministre. Et je pense que le ministre est en capacité de comprendre que là, tout de suite, on n'est pas en capacité de donner un bilan. Voilà, on était juste capable de dire qu'on aurait peut-être, et à ce moment-là, on n'osait même pas l'imaginer. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit avoir une centaine de morts, des centaines et des centaines de blessés, et sûrement des milliers d'impliqués. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il avait eu beaucoup de mal à... Donc j'ai bien vu qu'il était en colère après moi. Hein. Bon. Et puis finalement, les choses se sont passées. Finalement, dans la nuit, on a commencé à réussir à poser les choses. Et puis c'est bien après où le bilan a commencé à se stabiliser. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on parle de bilan provisoire, où les choses ont commencé à se poser. Mais ce que je retiens de cette histoire, c'est que ce chef...
se sentait obligé de répondre à des injonctions d'un ministre, et qu'à un moment donné, dans ces situations-là, il faut simplement savoir qui est qui fait quoi, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et j'aime beaucoup l'image de la commode. Une commode, c'est un meuble avec plein de tiroirs. Et une crise, c'est plein de choses à régler en même temps. Et c'est comme si votre commode représentait la crise et que chaque problème à régler représentait un tiroir ouvert. Et à un moment donné, pour régler la crise, il faut d'abord identifier la commode et l'ensemble des tiroirs, ce qui n'est pas toujours évident, donc il faut déjà prendre un petit peu de recul. Et puis, une fois que vous avez tous vos tiroirs ouverts, c'est de dire voilà, lequel ou lesquels je vais arriver à fermer. Alors, on va peut-être pouvoir arriver à en fermer un, deux en même temps, peut-être que si je fais comme ça avec mon pied, je vais peut-être arriver à en fermer trois, peut-être, tac, comme ça, un autre, mais à un moment donné, je ne vais pas pouvoir fermer tous mes tiroirs en même temps. Et la crise, c'est exactement ça, c'est à un moment donné, ce sont des choix stratégiques qui engagent nos responsabilités, qui nécessitent du courage, et qui vont dire, voilà, à un moment donné, je ne vais pas pouvoir sauver tout le monde en même temps. Quand vous avez les forces de l'ordre et les secours qui sont de nouveau au Bataclan, vous l'avez tous entendu, vous avez entendu des médecins le dire, il a fallu qu'on fasse des choix pour savoir qui on allait extraire dans un premier temps, qui on considérait comme perdu, etc., etc. Donc ce sont des situations extrêmement difficiles qu'il faut arriver à accepter et juste s'organiser avec beaucoup d'humilité, mais avec je dirais la plus grande transversalité possible pour tenter de fermer nos tiroirs le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. J'ai un autre exemple, quelques années auparavant, j'ai fait des renforts à la zone sud sur les feux de forêt, et je me souviens très bien aussi, parce que c'est toujours très état tout ça, sur les feux de forêt, on évacuait des campings, il y avait des feux de forêt sur la bande de Languedoc-Roussillon, aux alentours de Saint-Cyprien, alors c'était Saint-Cyprien, puis je ne sais plus ce qu'il y a autour, Argelès je crois, c'est ça, tout ça là. Et je me souviens très bien d'un cadre à l'époque du COGIC qui m'appelle et qui me dit écoute, il me faut le nombre de personnes évacuées dans les campings. Donc le feu descendait vers les campings, on évacuait des campings. Et j'ai dit écoute, pour l'instant on n'en sait rien, on sait qu'on évacue 3-4 campings, mais alors combien de personnes? Donc il me rappelle plus tard, mais il me faut le nombre de personnes. J'écoute, on n'en sait rien, puis nous, tous nos collègues au niveau du département, au niveau des SDIS engagés, étaient déjà extrêmement mobilisés pour engager des moyens, engager des renforts, chercher du personnel, assurer la couverture opérationnelle sur le secteur, enfin bon. Et eux, leur problème, un peu focalisé sur la nécessité de savoir combien de personnes. Alors j'aime bien cette histoire parce que, franchement, il m'a bien emmerdé, quoi. Et donc moi je devais être capitaine à l'époque et lui il est sûrement beaucoup plus gradé que moi et donc là encore vous savez dans ces organisations vous avez celui qui d'un seul coup vous dit c'est un ordre. Et donc il m'a tellement gonflé que j'ai fini par lui dire 1744 personnes. Et là je me souviens d'un grand blanc. Il me dit mais comment ça 1744 personnes? Je lui dis tu me demandes de te dire combien de personnes évacuées, je te dis 1744 personnes. Donc là, il y a toujours ce grand blanc et il finit par me dire « mais tu te fous de ma gueule ». Je dis non, tu me demandes un chiffre. Je dis par contre, il y a juste un truc qu'on ne s'est pas dit, c'est qu'on a compté une demi-personne des enfants de moins de 12 ans, mais on ne savait pas si on devait prendre moins de 12 ans ou 14 ans, enfin on ne savait pas trop. Donc bien entendu, je me foutais de sa gueule. Bon, a priori, il devait ruiner ma carrière à ce moment-là, tellement il était en colère. Mais enfin, tout ça pour dire qu'à un moment donné, et ça a été dit tout à l'heure, restons un peu pragmatiques. Voilà, ces données chiffrées, etc. Oui, peut-être que ça intéresse la presse, peut-être qu'il faut en donner certaines. Ayons simplement le courage à un moment de dire, à ce moment-là de la situation, on ne sait pas. On parlait ce matin d'humilité, on parlait ce matin aussi de la question a été posée, je ne sais plus à qui, en disant est-ce que aussi à l'Australie, est-ce qu'en Australie la communication a le courage de dire aujourd'hui nos moyens sont dépassés, on n'est pas en capacité d'éteindre le feu, on n'est pas en capacité de répondre, etc. Moi je plaide pour qu'en France à un moment donné on fasse preuve de cette humilité. On ne sait pas tout gérer. Là on vient depuis plusieurs mois on est en train de gérer une crise sanitaire d'ampleur internationale. Acceptons qu'à un moment donné on ne sait pas tout sur le virus, on ne connaît pas tous les modes de propagation, on ne connaît pas encore toutes les façons, tous les variants, mais progressivement on apprend, progressivement on adapte nos mesures, on s'aperçoit qu'il y a des mesures qui étaient utiles, on s'aperçoit qu'il y a des mesures qui peut-être le sont pas, peut-être le sont moins, et progressons, et plutôt que de partir sur des postures où on veut absolument montrer qu'on sait, et où finalement après on finit par s'enfermer dans ce qu'on appelle un effet de tunnelisation, où on reste à avancer comme ça toujours dans la même direction, sans se re-questionner sur l'efficacité des mesures prises, eh bien
ayons juste le courage de dire voilà, les premières mesures qui ont été prises n'étaient pas complètement bonnes. On a pris le temps de faire du rétex à chaud pendant l'événement pour adapter nos mesures, et puis progressivement on les adapte, et progressivement on progresse, et puis progressivement finalement on arrive à fermer nos tiroirs. Je suis un peu sorti du futuroscope, mais enfin ça me semblait être intéressant à partager. Merci beaucoup Ludovic. On le voit, très compliqué de prévoir l'imprévisible. C'est un vrai challenge, et tu l'as dit, le débriefing à chaud et le rétex après, ce sont des outils puissants. Dominique l'a dit aussi tout à l'heure, Arnaud, des outils très puissants. Salomé, vous avez vécu ces événements dramatiques, mais au final, vous n'êtes pas, le Crédit Agricole n'est pas la seule banque certainement impliquée dans ces régions. Est-ce que vous avez pu vous rapprocher de vos alter ego, d'évoquer avec eux vos problématiques communes? Dans l'arrière-pays, toutes les banques pratiquement se sont désengagées. Aujourd'hui, on a le Crédit Agricole et on a la Poste. Parce que la Poste, elle a toujours sa mission publique de courrier et qu'elle fait la banque. Quand il y a eu la tempête Alex, nous n'avons eu que de cesse que de rouvrir notre banque, mais la Poste a fermé, déménagé, je ne vais pas non plus le lécher à cause du Covid, c'est ça, a fermé et attendu que les choses se stabilisent. Et donc le courrier après est monté d'abord par hélico, puis est monté par parcours, enfin il sait mieux que moi, hein, mais la Poste a laissé tomber. Hein. Après, chacun sa politique. La politique du Crédit Agricole, c'est d'être là. C'est pas une société comme les autres, dans le sens où c'est une société mutuelle, à personnel, capital variable. Elle a été créée par les agriculteurs en son temps, en 1870, et parce que les banques bourgeoises classiques ne prêtaient pas aux cutéreux. Les autres nous appellent la banque patate. Moi, je suis très contente de faire partie de la banque patate. Ben, on a monté des patates, hein, et puis c'est tout. Et voilà. Donc on a notre fonds de commerce, c'est ça. Je vous ai dit, l'humain, la solidarité. On fait des tas de choses. On a fait il y a très longtemps les crédits coup de pouce pour les gens qui avaient vraiment pas d'argent. Puis après, ça a été repris. Moi, quand j'étais étudiante, j'étais en doctorat de droit, et à un moment donné, j'avais besoin de financement. J'étais dans un autre établissement que je ne citerai pas, et ils m'ont dit non, on vous prêtera pas les 20 000 francs, donc ça fait donc 3 000 euros hein, aujourd'hui, pour payer ma dernière année d'inscription pour pouvoir soutenir ma thèse. On m'a dit vous reviendrez quand vous serez avocate ou que vous serez magistrate ou tout ça, parce que j'ai pas tout fait d'ailleurs. Et ben j'ai dit non, et on m'a dit allez à la banque Crédit Agricole, ils prêtent et ils donnent à n'importe qui. Donc j'y suis allée, ils m'ont donné mes 20 000 francs que j'ai remboursés petit à petit quand j'ai travaillé après. Et bien sûr, je leur ai gardé ma confiance, j'ai gardé mon compte, j'ai travaillé dans d'autres milieux que le Crédit Agricole, et puis quand je suis venue dans la région, le hasard de la vie a fait que voilà, ils m'ont proposé, ils m'ont chassé et proposé, et j'ai accepté. Mais c'était le hasard de la vie. Voilà, c'est une mentalité différente, on dira, qu'on rencontre chez d'autres établissements. Crédit mutuel, caisse d'épargne, on trouve aussi un peu ça. Mais s'agissant on a toujours été très, on n'était pas urbain. En fait, on est devenu urbain pour pouvoir jouer dans la cour des autres et dans la cour des grands, comme on dit, mais ça c'est un mouvement qu'on a fait dans les années 90, et c'est pas vraiment récent, mais quand je suis rentrée au Crédit Agricole, j'ai commencé à travailler dans l'immobilier aussi, au juridique, et à signer des contrats et à acheter des biens pour faire des agences en ville, parce qu'on n'avait pas d'agence, on en avait une à Nice, c'était à Félix-Faure, c'était notre siège social, et puis après on en avait très peu, on en avait une au Mines. Le Mines, c'est parce que on faisait les achats de bouffe et que voilà, c'était comment dirais-je, c'était pour les agriculteurs aussi, et puis petit à petit on s'est étendu et on a pris dans les villes. Mais nous, notre ADN, c'est d'être dans les territoires reculés de la République. On est resté très longtemps dans des territoires qui étaient perdus pour la République, que j'ai fini quand même par faire fermer après l'année dernière, après un dernier incident d'agression grave sur une collaboratrice. Mais on est resté jusqu'au bout, nous
nous et le boulanger, même la police avait fermé son truc, on est resté à l'Ariane, pour pas le noter pour ceux qui connaissent un peu, on est resté jusqu'au bout et on travaillait pas dans une agence moderne, on travaillait dans une agence avec une grille, on aurait dit de parler dans l'hygiaphone, en gros c'était une horreur. Donc voilà, mais on l'avait laissé parce qu'on tenait le coup et on disait non, on reste, on quitte pas les lieux. Alors que ça soit en haute montagne ou dans des endroits un peu difficiles, on dira, on s'accroche. Et toutes les caisses régionales sont comme ça. Bon, j'avoue que l'année dernière, j'ai renoncé. Mais bon, parce que les attaques au couteau, ça va bien 2 minutes sur une collègue enceinte, voilà, et qui a failli perdre son bébé. Non, donc c'était pas acceptable. Donc voilà, pour donner un contexte complet, il nous en faut, quoi. Donc voilà, mais on était seuls. En un sens, vous avez une proximité avec la gendarmerie. C'est plus ou moins, vous innervez les mêmes territoires dans les mêmes conditions. On s'accroche à tout le monde, à ceux qui sont là et qui ne bougent pas du territoire. Et aussi les commerçants. Pendant un temps, quand il n'y a pas d'argent, c'est les commerçants qui font la banque. Il faut le savoir aussi. Ils recyclent leur espèce. Parce que quand vous êtes sur des territoires comme ça, qui ont complètement été, je dirais, mis à l'envers, vous n'avez plus de commerce parce qu'il y a énormément de dons qui arrivent. Donc le malheureux commerçant auquel on tient, parce qu'il faut qu'il reste là, sinon le village ferme, ça c'est comme les écoles, c'est comme, vous voyez, la boulangerie, le petit café, le petit commerçant qui est toujours un peu cher, mais c'est le seul qui est là. Quand il arrive des événements comme ça, il y a un retournement, c'est que la bouffe arrive gratuitement. Les gens ont été nourris et avec une générosité de la plaine extraordinaire. Et à un moment donné, le commerçant, donc nous on lui avait dit, bon, vous recyclez l'argent et on vous met un petit coffre et vous faites la banque. Donc si quelqu'un a besoin d'espèces, au lieu d'aller au distributeur habillé qui était foutu, ils allaient chercher des espèces. À un moment donné, il a dit, je suis en rupture de fonds, j'ai plus d'espèces. Il a dit, pourquoi? Je dis, parce qu'il avait tout donné aux commerçants. Il me dit, en même temps, ils viennent plus chez moi acheter puisque tout est gratuit. Donc il faut rétablir le commerce à un moment donné et arrêter aussi la générosité qui fait que le petit commerçant il va déposer la clé sous la porte. Vous voyez, ça a des effets de bord auxquels on ne pense pas forcément, ce genre de situation. En cascade, si les routes sont coupées, ne sont pas rétablies, les gens partiront. Et si les gens partent, la montagne, elle est plus entretenue. Si elle est plus entretenue, vous avez des feux après qui se déclarent. Vous avez, quand il y a des inondations comme ça, c'est encore pire. Voilà. Et tout ça, ça a des effets de bord. Donc il faut en fait continuer à entretenir. Donc c'est pour ça que je disais, nous, on est un organisme d'intérêt vital et il faut que les gens comme nous, on aime bien la concurrence, que les gens comme nous restent sur le terrain pour pouvoir continuer à travailler avec le monde associatif et puis les gens qui y vivent tout simplement. Sinon, on va encore avoir, comme les territoires perdus de la République, on aura les territoires, les jolis territoires de randonnée perdus aussi et plus jamais occupés, à part par les loups et même plus par les bergers parce qu'ils ont emporté. Donc, même plus. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont été libérés, on ne sait pas si souvent. Merci beaucoup, mais c'est très éclairant. Une dernière question, ça va être l'heure, profitez-en, vous avez un panel, je dirais, hors norme aujourd'hui, donc c'est l'occasion ou jamais. Merci. Bonjour. Alors j'avais une question par rapport au plan de prévention, au plan de gestion de crise, notamment au plan communal de sauvegarde par exemple. Comment on fait pour organiser des entraînements sur ces types de plans et surtout comment on fait pour impliquer la population à ces entraînements? Si ça se fait, je sais pas. Donc tout d'abord, waouh, la vache, ils ont changé les piles quoi. On a retrouvé les sous, Paul Sef. Donc tout d'abord le cadre juridique, donc plan communal de sauvegarde, placé sous l'autorité des maires. Toutes les mairies de France ne sont pas soumises à obligation d'un plan de communal de sauvegarde. Seules les communes soumises à un PPR approuvé sont soumises à obligation. Je dis approuvé parce que s'il n'est pas approuvé, il n'y a pas d'obligation de PCS, même si la jurisprudence laisse penser le contraire. Je vous rappelle les événements de Xintia où le maire, alors je ne sais plus si c'est la faute, je sais pas si c'était la faute ou la faute, c'est ça, en Vendée, était soumis à un PCS, devait avoir un PCS. C'était pas fait, enfin bref, il était dans un cadre juridique qui pouvait éventuellement le protéger et finalement il a quand même été accusé. Voilà, donc bon.
Autre petite particularité sur ces PCS, c'est qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de PICS, de plans intercommunaux de sauvegarde, et aujourd'hui il n'y a pas de cadre juridique qui précise ça. Dans les responsabilités aujourd'hui, en termes de pouvoir de police, vous avez le préfet qui est directeur des opérations, mais vous avez deux autres personnes qui peuvent occuper la fonction de directeur des opérations de secours, c'est le CGCT et le code de la sécurité intérieure qui le dit. C'est le maire de la commune, à partir du moment où l'événement ne dépasse pas les limites de la commune, et où le préfet ne décide pas de prendre lui-même la direction des opérations. Bon, puis il y a d'autres particularités, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et vous avez également le préfet maritime qui peut également occuper cette fonction. Voilà, ça c'est le cadre juridique. Donc à partir de là, les maires doivent effectivement rédiger leur plan communal de sauvegarde. Certains cliquent sur Internet et vont chercher des modèles de documents, ils le sortent, ils le signent, et voilà, c'est de la pardon, je ne l'ai pas dit, c'est pourri, ça sert à rien, et je crois que c'est Arnaud qui le disait tout à l'heure, c'est pas pragmatique. Un plan, ça ne sert pas à caler une armoire, ça ne sert pas à faire bien, ça ne sert pas à répondre à l'obligation d'une assurance ou d'un cadre juridique, ça sert à être utilisé le jour où on en a besoin. Donc il faut que ce soit pragmatique. Pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut... alors d'abord, puis un plan communal de sauvegarde, ce n'est pas un plan qui répond à un risque particulier. Là aussi, on se trompe parfois. La commune est soumise au risque d'inondation, on fait un plan communal de sauvegarde, inondation. Non, un plan communal de sauvegarde, c'est un plan qui répond à l'ensemble des risques auxquels la commune peut être soumise, et à partir de là, on n'a pas de limite, ou quasiment pas. Donc le rendre pragmatique, c'est d'abord réfléchir quelles vont être les parties prenantes, quels vont être les acteurs, qu'est-ce qu'on attend les uns et les autres. Ensuite, c'est comment effectivement va réagir la population. On l'entend très très souvent, c'est attention, si l'école est menacée, il faut que les parents restent chez eux et surtout n'aillent pas chercher les enfants à l'école. Moi je suis quand même, je commence à être un peu vieux, et je me dis, il y a un truc qui m'échappe par rapport à ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tous les parents vont chercher leurs enfants à l'école. Enfin, moi j'aime pas mes enfants, donc je les laisserai à l'école. Mais quand on aime ses enfants, en général, on va les chercher. Les écoles appellent les parents pour s'en débarrasser. Oui, ou les écoles appellent les parents pour s'en débarrasser, pour éviter d'en avoir la responsabilité. Donc là, je trouve qu'il y a un truc qui m'échappe. J'ai pas la solution, hein, mais ça manque de pragmatisme en tout cas. Et on peut écrire toutes les choses du monde à un moment donné. Voilà. Impliquer la population, ça veut dire effectivement la mobiliser, donner du sens à ce qui se passe et justement préparer cette population. Aujourd'hui, ça se fait pas beaucoup. Il y a quelques maires qui le font, il y a quelques préfets qui le font. Moi, j'ai vu des choses assez intéressantes dans les petites communes, notamment des communes qui sont soumises au risque d'inondation au bord de fleuves. Historiquement, vous aviez des communes au bord des fleuves, enfin des communes, oui, des villages au bord des fleuves, et vous aviez sur les parties hautes un autre village. Et comme on n'avait pas à ce moment-là les barrages et tous les ouvrages aujourd'hui qui permettent de réguler les crues, en cas de crue, vous aviez les habitants du village d'en bas qui étaient hébergés par les habitants du village d'en haut. Et puis, à l'époque, on ne se posait pas la question de savoir si l'entretien des digues devait être réalisé par les voies navigables de France, par le conseil départemental ou le conseil général à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait, le conseil régional ou l'État ou machin, etc. La population organisait ce qu'on appelait des goûters ou des pique-niques patriotiques. Et se retrouver le midi, alors ça avait du saucisson à l'ail, du pain et du vin rouge. Les gens déjeunaient, faisaient la fête, mais en même temps, ils arrachaient les mauvaises herbes, pas les mauvaises zèbres, les mauvaises herbes. Ils bouchaient les trous, et bref, ils entretenaient les digues. Et en fait, la population elle-même avait conscience de sa propre vulnérabilité et faisait en sorte de se protéger et de s'organiser pour répondre à ces aléas. Aujourd'hui, on a compris, l'État a compris, demande aux préfets d'organiser des exercices de crise et les préfets demandent aux maires d'organiser des exercices de crise pour mobiliser les situations, pour mobiliser les populations et simuler un certain nombre de situations réelles. Ça reste encore très difficile. Pourquoi? Parce que vous avez des associations qui sont contre. Alors on parle d'inondation, mais on peut aussi parler de risques technologiques. Quand vous êtes sur des zones PPI, plan particulier d'intervention, là aussi on peut avoir des alertes, il faut évacuer des populations, mais ça fait peur, il ne faut pas que les populations aient trop peur, ça peut les déranger dans leur quotidien, etc. Bon. Certains départements l'ont fait. Quand j'étais à Beauvau, je m'occupais, donc le bureau que je gérais, c'était le bureau planification, exercice, retour d'expérience. Donc les plans, notamment la planification hors sec.
Le retour d'expérience, on en a parlé, et les exercices, c'est justement d'organiser des exercices d'ampleur pour préparer l'ensemble des acteurs, et parmi l'ensemble des acteurs, on avait ces populations. Donc ça reste placé sous l'autorité des élus. Il faut faire preuve de courage, je crois qu'il faut faire preuve de pédagogie. Je suis totalement contre organiser des exercices inopinés pour mettre les gens en difficulté et finalement, au bout du compte, avoir des rétextes qui disent vous avez été mauvais, vous avez été nul, vous auriez pu mieux faire, ça n'apporte rien. Mais par contre, commencer à expliquer, peut-être le faire sous forme de jeu, mobiliser les enfants, etc. Ça peut être des méthodes, je crois, plutôt intéressantes pour arriver à mobiliser, alors peut-être pas des populations entières, mais en tout cas un certain nombre de personnes qui vont pouvoir ensuite porter la bonne parole et finalement justement porter les bonnes pratiques entre gens qui se connaissent, qui se font confiance, plutôt que de croire, par exemple, que quand le préfet parle, tout le monde va l'écouter parce que tout le monde écoute un préfet. Merci Ludovic. Et effectivement, c'est l'éducation, tout part de l'éducation, et on le voit au Japon avec des entraînements dès le plus jeune âge au séisme, et c'est comme ça que ça énerve toute la population. C'est la fin de cette édition et de cet atelier, l'édition Envirorisque. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés parmi nous. Merci surtout aux intervenants qui viennent de loin, pour certains, pour la plupart, de nous avoir consacré du temps. C'était un honneur, un plaisir de vous avoir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Merci encore. Au revoir.